Marie-Hélène? Marie, dis-lui qu'elle mette la... Non. Parce que là, ça y est, là. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que je ne parle pas trop fort. Je suis absolument ravie de vous voir ici cet après-midi. Je ne sais pas si un jour on a été aussi nombreux pour une conférence. Je vous remercie infiniment. Oui, le centre social Mère et Colline, je ne sais pas si vous le connaissez, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est un centre social qui existe depuis les années 82 et qui a été construit, qui a été monté, on va dire, grâce à l'ensemble de la population, associations et locataires compris, qui ont voulu un centre social dans ce lieu-là. On est resté longtemps dans des lieux, précaires, et puis un jour on nous a construit. Et voilà. Et depuis 1982, on reçoit la population de notre quartier, bien sûr, mais aussi des quartiers alentours. Jusqu'à peu de temps, on s'occupait beaucoup du social, donc tout ce qui pouvait avoir à faire au social dans notre environnement, l'aide aux personnes, etc., etc. Et depuis 3 ans maintenant, nous organisons les TAP, les temps, je ne sais plus comment ça s'appelle, les traductions, oui, les instituts là qui sont là. Voilà, celle-là. C'est ça. Les activités périscolaires. Dans les écoles. Et dans les écoles, je dirais même assez éloignées de notre secteur. Et ce qui fait que nous avons un nouveau public qui vient et qui fréquente le centre. Voilà. Si vous avez des questions, Marie-Hélène est à l'accueil et elle répond très très bien à toutes les questions. C'est notre pilier. Je vous remercie d'être ici cet après-midi pour recevoir... Alors, je vais prendre mon petit papier. Excusez-moi. Donc, Monsieur Sobi Bouderbala, c'est pas comme ça qu'on prononce. Tout à fait comme ça. Bon. Et Monsieur Vincent Martini, c'est comme ça qu'on prononce. C'est comme ça qu'on prononce. Voilà. J'étais avec eux au repas de midi, ainsi que... J'ai oublié de vous présenter. Je vous en prie. Fabienne Pavière. Fabienne Pavière. Donc, on était ensemble entre midi et deux. Ces personnes sont d'une très, très grande qualité, ainsi que monsieur. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc merci au Centre social Mère et Colline de nous accueillir cet après-midi pour donc un TAP, c'est ça? Un TAP un peu particulier. Et puis merci à vous d'avoir préféré les plaisirs de cette salle à ceux des calanques toutes proches. Avant de laisser la parole à nos deux conférenciers, je vais les présenter brièvement. Donc Sobri Bouderbala est historien, spécialiste, tu travailles notamment sur les débuts de l'islam. Tu enseignes à l'université de Tunis et tu nous avais fait déjà le plaisir, durant la première conférence du Collège de Méditerranée, à la Criée, lors des rencontres d'Averroès, de jouer le rôle que va jouer Vincent aujourd'hui, à savoir celui du discutant. Voilà, et on est heureux de t'accueillir aujourd'hui. Vincent Martini, tu es donc politiste, tu travailles toi sur les questions identitaires notamment, enfin beaucoup. Tu enseignes à l'école polytechnique et tu animes également chaque semaine sur France Culture le samedi midi. Donc on dévoile que donc ton émission était enregistrée ce samedi, une émission qui s'appelle l'Atelier du pouvoir et qui questionne les coulisses politiques françaises. Et tu es l'auteur d'un livre que tu pourras même signer à l'issue de cette conférence qui s'appelle Dire la France et qui est paru récemment aux presses de Sciences Po. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis quelques mots sur le Collège de Méditerranée, qui est donc un nouveau cycle qui a débuté cette année, donc comme je vous l'ai dit, lors des rencontres d'Averroès en novembre dernier, et qui se propose à l'initiative de jeunes chercheurs, dont font partie ces messieurs, qui se proposent en fait d'aborder les sciences humaines et de questionner par l'histoire
l'histoire, par la philosophie, par le savoir, des thèmes qui font, je dirais, le lien entre l'histoire du passé, l'histoire contemporaine. Nous avons dans la salle Abès Zouache qui il y a 3 semaines, nous a parlé des croisades en Méditerranée. Aujourd'hui, donc, on va questionner les représentations de l'islam en Méditerranée et puis ses liens avec l'Europe. L'idée de ce collège de Méditerranée, c'est vraiment une forme d'université populaire. Donc, je suis heureux de vous voir aussi nombreux. C'est-à-dire d'amener, en fait, le savoir, la connaissance dans des lieux qui sortent des circuits traditionnels, d'où notre présence aujourd'hui. On est vraiment ravis de voir que vous êtes aussi nombreux. L'exercice va se passer de la façon suivante. Ces 2 messieurs vont parler environ 1 heure. Tout d'abord Sopri, puis Vincent. Et puis évidemment, on est là pour discuter avec vous et pour que vous puissiez poser à l'issue de cette conférence toutes les questions qui seront venues à vous en les écoutant. Donc voilà, n'hésitez pas. On est là pour dialoguer et puis vous saurez faire le lien avec la salle ensuite. On vous rassure, c'est pas 1 heure chacun. Non, c'est 1 heure à 2. Voilà, mais je vous laisse la parole et puis je vous remercie une fois de plus d'être là. Bonjour. D'abord, un grand merci au public. On ne s'attendait pas à une telle audience. Donc, on est ravis. D'accord. Bonjour, un grand merci au public d'être si nombreux. Je voudrais remercier quelques personnes avant de commencer notre conférence. Je voudrais d'abord remercier le Centre Mère et Colline qui nous accueille, l'association des idées comme des livres comme des idées qui porte le Collège de Méditerranée, aussi les rencontres d'Averroès, Thierry Fabre et Autant. Je voudrais surtout aussi remercier mon ami Vincent Martinet qui a bien accepté de venir discuter avec moi de cette question. L'Europe et l'islam, histoire et représentation. Alors pour ceux qui ont assisté aux 2 premières conférences, on va essayer de faire peut-être un format un peu différent, c'est-à-dire que l'exercice est un peu difficile, mais on va essayer de faire un va-et-vient à chaque fois que l'un pourra rebondir sur les dires de l'autre, il le fera. Voilà, donc comment aborder les relations entre l'Europe ou l'Occident et l'islam sans tomber dans le piège de Samuel Huntington, le choc des civilisations, c'est-à-dire opposer 2 civilisations qui seraient l'Europe et l'islam. S'agit-il de civilisations concurrentes dans leurs ambitions expansionnistes, en gros croisade et djihad, ou plutôt de 2 branches d'une même civilisation islamo-chrétienne dont les racines s'enfoncent profondément dans un héritage religieux, intellectuel et culturel commun, à savoir la civilisation méditerranéenne et proche-orientale antique. Aujourd'hui, l'islam est synonyme de peur, de crainte dans l'imaginaire européen. Les représentations sont essentialistes. L'islam est une religion violente, ennemie du progrès et de la modernité. Cette image n'est pas uniquement véhiculée par des médias, mais aussi par des écrits qui trouvent grâce aux yeux des défenseurs acharnés des identités communautaristes. Un exemple significatif de cette peur que l'islam représente en Europe est l'ouvrage paru en 2006 par Batéor, qui est un pseudonyme qui signifie la fille du Nil, intitulé Eurabia. Et je vous ai montré la couverture du livre parce qu'elle résume bien l'objectif ou ce livre de combat. Donc sur une carte du monde envahi par le vert de l'islam, un immense croissant rouge embrasse tout l'ensemble de l'Europe et les pays arabes pour se refermer sur Israël comme une mâchoire. L'essentiellement dit, le continent européen est sous l'emprise des États arabes et sa servilité permet d'en faire un instrument de lutte contre les Juifs. De cette union sacrée serait né un monstre, l'Arabie, continent de 450 millions d'âmes, rongé par l'islam, dépossédé de son identité et soumis aux intérêts des États arabes. Alors on comprend bien qu'une telle thèse de complot tombe bien dans les oreilles de ceux qui ne voient dans l'islam qu'un ennemi à abattre, ou du moins à le cantonner dans son milieu d'origine, par la fermeture de frontières, comme on l'a vu récemment avec les décrets Trump, construction de murs, etc. Or, la rencontre Europe-Islam se fait très tôt, dès le 8e siècle, voire dès le 7e siècle, si l'on veut prendre en compte les écrits des chrétiens d'Orient au courant des grandes conquêtes islamiques, donc au milieu du 7e siècle.
Cette histoire, longue de 15 siècles, pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif paru en 2009, que je vous invite vivement à lire, est complexe, faite certes d'affrontements, djihad, croisade, colonisation, mais surtout de contacts, d'emprunts, voire de fascination. Pour une meilleure appréciation de ce couple Europe-Islam ou Occident-Islam, il est nécessaire donc de remonter le fil de l'histoire, de comprendre les origines et les évolutions de ces relations, mais aussi de retracer la construction d'un savoir européen sur l'islam. Savoir immense, complexe, qui lui aussi a évolué au gré des contextes politiques, intellectuels et dans la manière même de traiter l'histoire fondatrice de l'islam par 3 entrées, le texte sacré, le Coran, le prophète, Mohammed et l'expansion de l'islam. Ce savoir académique, long d'un siècle et demi, n'est pas resté cloisonné dans les enceintes des murailles universitaires européennes. Il a été enseigné, mais surtout lu et commenté par des historiens, des penseurs arabes. Il y a là aussi un dialogue riche, parfois conflictuel, qui nous appartient d'analyser. Donc, je vais parler essentiellement de 3 grands points. D'abord, je vais essayer de faire une image de l'islam sur la longue durée, en prenant quelques exemples significatifs de cette représentation de l'islam en Europe. Ensuite, aborder un peu l'écriture de l'histoire de l'islam en Europe, pour finir avec la réception de ce savoir dans les pays musulmans. Au 8e siècle, depuis son monastère situé sur les côtes du nord de l'Angleterre, un certain moine, du nom de Bède le Vénérable, apprend que les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans, ont conquis une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Perplexe, Bède, donc notre moine, a recours à l'étymologie biblique afin d'expliquer la relation permettant d'associer Sarah à Isaac, donc Sarah qui est la femme légitime d'Abraham et Isaac qui est considéré comme l'ancêtre des Juifs, à Agar et Ismaël. Agar, la concubine d'Abraham, qui va donner naissance à Ismaël et qui est considéré comme l'ancêtre des Arabes. Donc, il va essayer de trouver dans l'étymologie biblique les relations entre ces 2 couples, mais aussi l'existence d'un peuple connu sous le nom de Sarrasins, Ismaélites ou encore Agarènes. Et nous avons ici le point de départ en Europe occidentale d'une série de thèmes polémiques sur l'islam qui perdurent jusqu'à l'heure actuelle. Ces thèmes remontent à des écrits produits par des Byzantins et des chrétiens vivant dans les régions conquises par l'islam, donc au milieu du 7e siècle, essentiellement la Syrie, la Palestine et l'Égypte. À leurs yeux, les conquêtes musulmanes constituent une véritable catastrophe appelant une explication. Pourquoi Dieu a-t-il retiré la domination des mains des chrétiens pour les remettre à ces nouveaux arrivants ? La réponse donnée, et qui va dominer pendant longtemps, est que les Sarrasins sont le fléau de Dieu, envoyé pour punir les chrétiens de leurs péchés. Des récits apocalyptiques les décrivent comme présage de la fin des temps. Certains auteurs incluent l'islam dans la longue liste des hérésies chrétiennes. Dans le même esprit, ces écrits décrivent Mohammed, donc le prophète de l'islam, comme un assoiffé de pouvoir et de plaisir de la vie, et par conséquent, il ne peut nullement prétendre à la prophétie. En général, ces écrits chrétiens expliquent les premières conquêtes par le désir de revanche de Dieu et s'attachent plus particulièrement à la vie de Mohammed qu'ils n'ont de cesse de diffamer. Cette image va perdurer tout au long du Moyen-Âge, mais on note tout de même une évolution sensible dans cette image donc accordée au prophète. S'il est toujours détesté, il fascine tout de même, par l'œuvre accomplie, mais aussi par son esprit de réforme. Un élément a sans doute joué en faveur de cette image, moins diffamatoire et plus accueillante, à savoir la place, donc la place que l'islam accorde dans le texte sacré à Jésus et Marie. S'il ne reconnaît pas la nature divine du Christ, donc l'islam il est essentiellement fondé sur l'unicité de Dieu, en réponse à la Trinité, il lui reconnaît le statut de prophète et reprend le récit chrétien dans ses grandes lignes. Il le tient en haute estime et le classe en haut de la liste des prophètes, envoyés par Dieu. Après tout, Mohammed n'est que le sceau des prophètes, celui qui est venu clôturer la relation entre Dieu et les hommes par la parole divine du Coran. L'on comprend mieux alors l'intégration de Mohammed dans une polémique chrétienne, une controverse autour de la doctrine de l'Immaculée Conception.
Cette doctrine, adoptée par l'Église au XIXe siècle, était l'objet de vifs débats au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Elle stipule que la Vierge Marie est née sans la tache du péché originel, c'est-à-dire elle serait la première et la seule à échapper à la malédiction qui frappe les hommes depuis que Dieu a chassé Adam et Ève du paradis. Mohammed aurait dit dans un hadith, c'est-à-dire dans une tradition, le hadith, donc c'est un corpus de textes qui a été rassemblé au IXe siècle, 2 siècles après la mort du prophète, et qui concerne tout ce qu'on a pu recueillir de traditions de la bouche de Mohammed. Donc il aurait dit: aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été, au moment de sa naissance, touché par le démon. Marie et son fils, en seuls, étaient exempts de cet attouchement. De ce fait, Mohammed devient un témoin privilégié parmi les partisans de la doctrine et cité comme un soutien du dogme. Mieux encore, il sera représenté sur des peintures du XVIIIe siècle qui illustrent la dispute autour de l'Immaculée Conception. Cette peinture, qui date de 1727, montre la Vierge dans une salle de cours, entourée de nombreux docteurs de l'Église, tenant des écrits pro-doctrine. Et on voit, en bas à droite, Mohammed portant un rouleau avec le texte « Il n'y a aucun de ceux issus d'Adam que Satan ne tient, sauf Marie et son fils ». On est donc loin de déclarations d'un parlementaire hollandais qui traitait en 2011 Mohammed de terroriste, pédophile et psychiatre. Mais l'important est ailleurs. Cette peinture témoigne de la connaissance qu'on avait des textes islamiques, mais aussi, donc Coran, mais aussi le hadith. Connaissance qui est due à cette longue histoire et à cette fascination. Connaissance due aussi à l'étude de la langue arabe en Europe dès le XVIe siècle, avec la fondation de chaires d'études arabes à la Sorbonne et à Oxford, au mouvement de traduction, essentiellement le Coran, mais surtout aussi un mouvement de traduction qui va déclencher une véritable mode orientaliste en Europe, notamment avec la traduction au début du XVIIIe siècle des Mille et une nuits par Antoine Galland. Une mode exprimée en ces termes par Victor Hugo. Au siècle de Louis XIV, on était helléniste, maintenant on est orientaliste. Ce mode donnera naissance au XIXe siècle à l'orientalisme académique, dans le sens de discipline qui étudie les civilisations orientales et en particulier l'islam. Cet orientalisme, véritable conservatoire des civilisations disparues, plaçait l'islam hors de la dynamique historique du progrès. En gros, le statut de la discipline orientaliste est à mi-chemin entre la civilisation européenne et les barbares sans écriture. Entre ces deux, il y a des sociétés à écriture dont les civilisations se sont bloquées à mi-chemin. Et l'écriture de l'histoire de l'islam va longtemps baigner dans cette sphère intellectuelle qui faisait de la supériorité de la civilisation européenne, mais aussi de la race européenne, le principal socle. C'est l'époque, en effet, des théories raciales du XIXe siècle qui sont exprimées avec le plus de force par le symbole de cet orientalisme européen, Ernest Renan. Par ces théories, Renan va inaugurer ce qui va devenir un des thèmes majeurs de la recherche orientaliste, à savoir l'étrangeté du monde sémitique par rapport à la civilisation européenne, qui plonge ses racines dans un passé gréco-romain, un passé stoppé, freiné par l'apparition de l'islam. Renan était antisémite, mais dans le sens d'une incapacité des civilisations sémitiques à comprendre la raison, son incompatibilité avec la science. Cette coupure majeure est installée définitivement dans le champ académique en 1900. Là j'ai pris un petit extrait de Ernest Renan dans ce célèbre étude l'islamisme et la science. Donc cette coupure majeure est installée définitivement dans le champ académique dans les années 30 du XXe siècle par l'étude d'Henri Pirenne qui postule à une cassure du monde méditerranéen par l'avènement de l'islam comme un virus introduit dans le corps d'une civilisation occidentale. Donc le livre de Pirenne. Et Pirenne sera suivi par le grand historien français Fernand Braudel qui va accentuer ce constat et approfondir l'affrontement Occident-Islam.
La conférence inaugurale du Collège de Méditerranée, donnée par Julien Loiseau en novembre dernier, donne le contre-poids de cette idée et montre ce que l'islam a réellement changé à la Méditerranée. Je vous invite à la regarder sur le site des rencontres Averroès. Il s'agit maintenant de voir de près l'évolution de cette production européenne depuis les grands changements des années 1970, des changements géopolitiques, avec l'avènement de la République islamique d'Iran, la guerre d'Afghanistan, mais des changements intellectuels aussi, avec la naissance du postmodernisme, peut-être que Vincent tout à l'heure nous donnera de plus amples informations, et la mort, en tout cas officielle, de l'orientalisme classique avec le dernier congrès des orientalistes en 1973. Mais des changements aussi sur le plan de l'histoire des idées, avec l'apparition d'un ouvrage majeur, l'orientalisme d'Edouard Saïd. À notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire des débuts de l'islam, un changement brutal va s'opérer dans la vision historique portée en Europe sur l'islam, suite à la naissance d'un Coran qu'on va appeler sceptique, voire révisionniste, qui a transformé de fond en comble l'écriture de l'histoire des débuts de l'islam. D'abord, des écrits sur le Coran, parus au début des années 70 à Londres, qui vont bouleverser le regard que portait la science historique européenne au Coran. Le Coran n'a été définitivement bouclé en tant que corpus bien établi que vers la fin du IXe siècle, donc 2 siècles après ce que la tradition islamique rapporte par rapport au Coran. Donc le Coran serait écrit dès l'époque du prophète par un entourage proche de scribes qui notaient les révélations divines. Donc le Coran, selon ces travaux-là, ne serait écrit qu'au IXe siècle et serait l'œuvre non pas de ces scribes, donc très proches de Mohammed, mais plutôt d'un milieu sectaire, essentiellement de juifs convertis. Quelques années plus tard, deux jeunes chercheurs de l'Université de Londres aussi proposent de laisser de côté tout ce que la littérature islamique nous rapporte sur les débuts de l'islam pour étudier les sources non islamiques que j'ai évoquées au début, c'est-à-dire les sources ou les écrits des chrétiens d'Orient sur la naissance de l'islam. Le but étant de comprendre la nature de cet islam originel. Le livre Agarisme, qui en est le fruit, est encore plus radical et rond avec tout ce qui a été écrit auparavant sur l'islam. Agarisme donc renvoie à Agar, donc cette concubine d'Abraham, qui va donner naissance à Ismaël, mais il renvoie aussi à... Il désigne aussi les muhajiroun, les immigrants, donc le premier groupe qui va suivre Mohammed dans son exil de la Mecque vers Médine pour la fondation du premier noyau d'un État musulman. La première phase de l'agarisme, donc le livre ne parle pas d'un islam, d'une naissance de l'islam, il parle d'agarisme, donc le terme islam n'apparaît pas au début, suppose une alliance entre les Juifs de Palestine et les Arabes de la péninsule qui apparaissent en armes sous la conduite de leur prophète. L'objet initial de l'alliance, donc entre les Juifs de Palestine et les Arabes de la péninsule, était la conquête de Jérusalem et la restauration de son temple. Cependant, l'alliance n'aurait pas duré. Et par la suite, donc, on va rompre cette alliance et on va arriver vers un autre moment de ce livre qui est la naissance de l'islam tel qu'on le connaît. Un des points forts de ce livre aussi, c'est que le début du agarisme aurait connu une phase messianique dans laquelle Mohammed apparaît non pas comme prophète, mais comme un messie, comme un annonciateur, comme une sorte de Saint Jean Baptiste qui prépare l'arrivée d'un messie qui serait le deuxième calife, qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, et qui va conduire les premières conquêtes musulmanes et contribuer essentiellement à la conquête de la Palestine et à la prise de Jérusalem. Autrement dit, le personnage central de l'islam naissant n'est pas Mohammed, mais plutôt Omar. Pour des raisons qui demeurent obscures, la tradition musulmane aurait par la suite inversé les rôles. Et ceci est intriguant parce que dans les documents qui nous sont parvenus des débuts de l'islam, le nom du prophète, le nom de Mohammed, n'apparaît que tardivement, n'apparaît que 60 ans, 70 ans après sa mort. Là, je vous ai choisi un papyrus qui date de la fin du 7e siècle et une monnaie en or, le dinar islamique frappé au début du 8e siècle, où on va apparaître pour la première fois le nom de Mohammed comme envoyé de Dieu.
Donc ces écrits, d'abord sur le Coran, ensuite sur la naissance de l'islam, vont bouleverser le paysage historiographique, donc l'écriture de l'histoire des débuts de l'islam. Ils vont déclencher un renouvellement remarquable auquel on assiste depuis une trentaine d'années. Et donc les historiens, face à ces thèses radicales, ces thèses un peu poussées à l'extrême, vont remettre en cause l'héritage orientaliste, l'héritage même de la tradition islamique, et on va se mettre à écrire, à essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement pour la naissance de cet islam. Tu veux rebondir? Je continue. Non, vas-y, continue. D'accord. Je rebondis après, parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc on va s'interroger essentiellement sur la naissance de cette première communauté. S'agit-il d'une communauté islamique dans le sens où une communauté qui se réfère à un texte bien établi, à un prophète qu'on reconnaît comme prophète apportant la parole divine avec le Coran, ou, et c'est la thèse qui domine pour l'instant, une communauté de croyants où on se mélangeait, où les Arabes, les premiers compagnons de Mohammed se mélangeaient aux chrétiens et aux juifs. On est dans une communauté de croyants, de le titre que portait le calife, le commandeur des croyants, et la séparation ou la rupture avec les monothéismes du Proche-Orient, avec le christianisme et le judaïsme, ne va arriver que dans une époque tardive, 70 ans, 80 ans après la mort du prophète, où on voulait distinguer, on voulait établir un empire qui soit essentiellement islamique et qui va se manifester notamment par l'émission de ces documents qui portent les fondements idéologiques de l'islam, c'est-à-dire le message du Coran, l'unicité de Dieu et le messager, Mohammed. Aujourd'hui, bien sûr, les études sur les débuts de l'islam sont immenses, sont très riches. On se concentre essentiellement sur l'étude du Coran, parce que, pareil, dans les années 1970, on a découvert dans une mosquée au Yémen, à Sanaa, des manuscrits qui remontent au 7e siècle, donc des manuscrits du Coran qui remontent au 7e siècle, et on est en train de les étudier pour comprendre l'élaboration du Coran. Alors, ce n'est pas des corpus bien définitifs, ce sont des fragments, mais on essaie d'étudier la composition du Coran, et surtout, ce qui intéresse les spécialistes du Coran, c'est de voir l'agencement des différents versets, des différentes sourates, pour voir un peu comment ce texte a été codifié tel qu'il nous est arrivé. Ensuite, d'autre part, on étudie beaucoup les documents, puisqu'on abandonne, mais on essaie d'accorder une attention particulière aux premières traces que les musulmans ont laissées, notamment les inscriptions. Et là, on parle... L'épigraphiste français Humbert parle d'un islam ou d'un Coran des pierres, donc des graffitis dans lesquels il y a des versets coraniques mais qui ne correspondent pas au Coran qui est le Coran officiel. Donc une vraie renaissance de ces études islamiques qui trouvent écho aussi chez les concernés, c'est-à-dire dans les pays musulmans, chez les penseurs, chez les historiens musulmans. Et je voudrais aborder donc le troisième point de cette intervention pour voir comment, justement, cette histoire de l'islam, telle que l'Europe la voit depuis le Moyen-Âge, et surtout aujourd'hui, telle que les universitaires et les penseurs européens l'écrivent, comment elle est perçue dans le monde musulman, essentiellement dans le monde arabe. Le contact entre les penseurs européens et les penseurs musulmans est très loin. Il remonte à l'époque d'Ernest Renan, quand, dans son fameux débat avec un penseur musulman de nom de Jamal ad-Din al-Avrani, qui est représentatif de ce qu'on appelle de cette renaissance arabe du 19e siècle, donc de cette élite arabe qui est allée en Europe, qui a fait la découverte de l'Europe et qui s'est posé les questions du retard, des raisons du retard et des raisons du blocage du monde musulman, et qui ont tenté, donc à l'époque d'écrire, d'essayer de réformer leur société et de réformer l'islam avec un grand S, avec un grand I. Donc le rapport, il est très ancien. Il continue aujourd'hui, alors des rapports de coopération, des rapports d'échange, mais aussi et surtout des rapports d'affrontement, parfois de rejet. J'ai pris un petit extrait
de l'ouvrage de Sayyid Qutb, À l'ombre du Coran, écrit à titre posthume en 1878. Sayyid Qutb est le grand idéologue des frères musulmans. Il a été exécuté par le régime de Nasser, donc pendu dans les années 60. Et Sayyid Qutb écrivait « Malheureusement, c'est auprès des orientalistes que les musulmans d'aujourd'hui vont chercher la compréhension de leur Coran et de leur hadith. Quelle honte ! Et ce sont des émules musulmans de l'orientalisme qui passent pour les intellectuels de pointe et les maîtres à penser en pays musulmans, alors qu'ils sont les produits fabriqués sur les modèles sionistes et croisés. » Alors bien sûr, Sayyid Qutb est considéré comme l'autre extrême du miroir. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays musulmans, c'est aussi un intérêt particulier accordé à cette production européenne, non pas dans l'objectif de l'étudier en tant que savoir académique, en tant que savoir historique, c'est essentiellement traduire les ouvrages pour les réfuter. Et donc ça a donné naissance à toute une discipline, une vraie discipline dans les pays musulmans qui s'appelle la réfutation des orientalistes. Alors le point bien sûr positif, c'est qu'on a traduit tous ces ouvrages-là. Donc tous les ouvrages que j'ai cités, qui ont suscité des polémiques en Europe, sont traduits dans les pays musulmans et donc contribuent à l'écriture de cette discipline, la réfutation des orientalistes. Et bien entendu ici, l'historien de culture musulmane ou musulman tout court, qui essaie d'étudier l'histoire de sa civilisation, de sa culture, de sa religion, l'histoire de l'islam, se trouve dans une position sensible. D'un côté, il est tenté de faire un travail d'historien objectif, il essaie d'être le plus objectif possible, mais en même temps, en étudiant de façon critique cette histoire-là, l'histoire de l'islam, l'histoire fondatrice, l'histoire sacrée, il se trouve taxé, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait, taxé, donc de faire un peu, bon le mot n'est pas dit, mais en gros, ce sont les nouveaux collabos. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, Vincent en parlera avec plus de détails, du côté orientaliste comme du côté occidentaliste, parce qu'il y a la notion d'orientalisme, donc on s'intéresse à l'Orient, mais aussi on a fondé ce concept d'occidentalisme dans le sens, pas les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Occident, mais les gens qui sont corrompus par la pensée occidentale. Donc des deux côtés, il y a un affrontement, et parfois les ponts sont difficiles à... Ils existent, mais ils sont difficiles à maintenir. Et je pense que c'est tout l'enjeu, en tout cas de cette entreprise des collèges de Méditerranée, c'est de voir comment on peut étudier de façon dépassionnée une histoire qui, comme l'a montré Julien, comme l'a montré Abbès aussi dans la deuxième conférence, une histoire qui est longue et qui, en fin de compte, peut-être retrace un passé commun qu'on a du mal, d'un côté comme de l'autre du miroir, à accepter et à partager. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur quelques points, mais je vais laisser la parole à Vincent pour... Merci beaucoup, merci Sopri. Je retiens peut-être de ce que tu viens de dire et un élément très important, c'est que d'abord, il y a une image ambivalente de ce côté-ci de la Méditerranée de Mohammed ou Mahomet, selon qu'on le prononce, ambivalente. Et je dirais, j'ajouterai à ce que tu viens de dire, le fait qu'au XVIIIe siècle, c'est intéressant parce qu'on voit bien que les naissances des représentations, ou plutôt les transformations qui vont donner lieu à des représentations modernes de l'islam en Europe, montre une vraie ambivalence, notamment dans la pensée des Lumières. Les Lumières, quand ils parlent du Moyen-Orient ou de l'Orient, sont partagées entre deux visions. La première, c'est celle du despote oriental, cher à Montesquieu, c'est-à-dire tout ce qui est corrompu, c'est une façon de parler bien sûr de l'Europe. Le despote oriental, les lettres persanes de Montesquieu, c'est une façon de critiquer la monarchie absolue. Donc là, la représentation musulmane n'y est pas très présente. Et en même temps, c'est intéressant de voir qu'un penseur qui s'appelle Constantin Volney, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Les Ruines, qu'on considère paradoxalement comme le premier guide de voyage du Moyen-Orient, puisqu'il avait fait un grand séjour en Égypte et en Syrie, revient avec une série de descriptions de l'Orient et il dit, voilà, une civilisation arabe qui a été arrêtée, à l'époque même antique, et il y a eu une sorte de dynamisme de l'islam. Donc il faut s'inspirer de ce dynamisme, et d'une certaine manière, la Révolution française, alliée à ce dynamisme de l'islam, peut régénérer
la civilisation moyen-orientale, la civilisation orientale. Et Constantin Volney, c'est un personnage important parce que ça sera un des conseils de Napoléon Bonaparte, le jeune Napoléon, qui va en 1798 faire l'expédition d'Égypte. Et on a retrouvé notamment des panneaux « Au nom de Dieu, le miséricordieux, de Mahomet, son prophète, et de la Révolution française. Napoléon Bonaparte, premier consul, décrète, etc., etc. » Et donc, c'est cette idée qu'il peut y avoir une alliance entre le dynamisme révolutionnaire de Mahomet, qui est présenté au moment de la Révolution comme un révolutionnaire, comme quelqu'un qui a su justement émanciper une civilisation arabe pré-islamique qui était considérée comme primitive et la transformer dans une civilisation brillante qui va, par le souffle de son universalisme, convaincre des millions de gens d'adhérer à une religion, mais aussi tout simplement avoir une expansion. Il faut bien voir que chez Napoléon Bonaparte, la Révolution française est vouée à être expansionniste. Donc ça l'intéresse. Donc on n'a pas toujours été dans cette espèce de clash, cette espèce de choc, cet affrontement dont tu parlais, et tu as bien raison de le rappeler. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, et je crois que c'est une dimension très importante. Moi, je voudrais vraiment parler de 2 points. Je ne suis pas un historien de l'islam, donc je suis passionné par ce que tu racontes. C'est pas exactement mon champ, même si ça fait quelques années que ça m'intéresse. Je parlerai quand même de 2 points qui sont les points de la science politique, et c'est de revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on ne peut pas comprendre les perceptions mutuelles entre l'Europe et l'islam, enfin entre l'Europe et l'Orient, pour le dire comme ça, parce que c'est difficile de comparer une zone géographique avec une religion. On ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas que tout ça est englué dans des relations de pouvoir. Et la science politique, elle parle du pouvoir. Elle parle du pouvoir. C'est pas autre chose que ça. Des rapports de force. Des rapports de force. Donc, bon, il y aurait 1000 choses à dire, bien sûr, sur cette question-là, mais je vais déjà me contenter très rapidement de vous parler du livre que tu as cité, ce prix, le livre d'Edward Said, qui s'appelle L'Orientalisme. Un livre qui est publié en 1978 aux États-Unis par un intellectuel qui est palestino-américain. Il est né au Caire, il a grandi au Caire, d'une famille de la bourgeoisie palestinienne, qui ensuite émigrera aux États-Unis, où il deviendra professeur dans des plus grandes universités américaines, un grand penseur, un activiste aussi, quelqu'un qui a défendu, on l'imagine bien sûr, l'idée d'un État palestinien, mais qui l'a fait avec ses armes à lui, celle d'un grand intellectuel. C'est un livre qui n'est pas très connu en France, enfin qui reste connu dans un cercle de chercheurs, mais qui est un livre qui a eu un très 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 grand retentissement dans le monde intellectuel mondial. On considère que c'est un des très grands intellectuels de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a disparu au début des années 2000. Et qu'est-ce que nous dit Saïd dans l'orientalisme ? Il dit... Bien sûr, tu parlais, ce prix, de l'orientalisme comme un mouvement historique, tout simplement, de scientifisation, de sorte de prise de renseignements par des savants européens des civilisations orientales. Ça, c'est un premier courant. C'est un courant qui est à la fois un courant savant, c'est aussi un courant artistique, un mouvement artistique. On connaît les peintres orientalistes, bien sûr, qui sont très identifiés en France, mais lui l'a identifié de manière un peu différente. Il dit « L'orientalisme, c'est avant tout une théorie du pouvoir ». Une théorie du pouvoir. C'est-à-dire, sa théorie, c'est que l'Orient, enfin l'Occident, en mettant en mots, en mettant en livre l'Orient, a créé l'Orient qu'il voulait voir comme un anti-Occident. Ou plutôt, on ne peut pas comprendre la façon dont l'Occident décrit l'Orient si on ne comprend pas que la façon dont l'Occident décrit l'Orient, c'est une façon de dire tout ce que l'Orient est, l'Occident n'est pas. La construction de la pensée occidentale, c'est penser contre l'Orient fantasmé. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un Occident dynamique, industrieux, riche, prospère, etc., il fallait qu'il y ait un Orient archaïque, très traditionnel, immobile, etc., etc., etc. Donc en fait, et tout cela était une grande entreprise de justification de la colonisation. En gros, à un moment donné, il est revenu sur tout un corpus de textes. Au départ, Edward Said, c'est un intellectuel qui s'intéresse à la littérature. C'est un spécialiste de littérature européenne. C'est pas du tout un politologue ou un politiste. C'est quelqu'un qui s'intéresse au texte du corpus littéraire, et il va faire aussi preuve d'historien, puisqu'il va revenir sur tous les discours, tous les récits, faits notamment à la fois par les intellectuels orientalistes, mais aussi par les gouverneurs qui vont être en charge de la direction de ces pays, en Égypte, en Afrique du Nord pour les Français. Il va faire une comparaison de tous ces discours qui sont projetés par les colonisateurs français et anglais principalement, mais ensuite américains dans la dernière partie du livre, sur l'Orient, pour montrer que, encore une fois, je reviens toujours sur cette idée, pour qu'il y ait un Occident dynamique, il faut un Orient presque fainéant. Il y a cette idée que si l'industrie est du côté de l'Occident, il faut que l'Orient soit donc l'inverse. Il faut que l'Orient soit immobile, archaïque, qui justifie d'une certaine manière pour Saïd la colonisation comme projet d'émancipation, comme projet de régénération finalement de l'Orient par l'Occident, cet Orient qui aurait besoin de l'Occident. Et il cite Karl Marx, il dit en disant
l'Orient ne pouvait pas se représenter, il devait être représenté. C'est-à-dire, dans la théorie de Saïd, l'Orient n'est qu'un objet, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que y a pas de, on doit parler d'eux, mais ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne sont pas en mesure de se décrire. Et une de ces dimensions, c'est parce que leur religion, qui de tout temps les a inscrits dans cet immobilisme, ce dogme fixé au 7e siècle, qui n'aurait jamais changé, les empêche de penser la modernité. Une sorte d'évolution de ce qu'un ancien président avait dit sur les Africains qui n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Si ça vous rappelle quelques souvenirs. Alors, je ne vais pas revenir sur les origines intellectuelles de cette question-là, mais en gros, Saïd est très inspiré par deux penseurs, Foucault et Gramsci. Gramsci, Foucault, c'est l'idée du savoir comme pouvoir. Quand vous avez un savoir, vous avez un pouvoir. Quand vous nommez quelque chose, vous avez un pouvoir sur la façon dont les gens se représentent cette chose. Ça, c'est l'idée, je le dis très rapidement et je m'en excuse, de Foucault. Gramsci, c'est intéressant parce que c'est un intellectuel dont on entend un peu parler quand on lit aujourd'hui la presse, parce qu'on redécouvre Gramsci. C'est un intellectuel marxiste italien qui disait, pour pouvoir obtenir une domination politique ou économique dans un système donné, il faut d'abord avoir une forme d'hégémonie culturelle. À partir du moment où il y a un accord général sur le fait qu'il y aurait un Orient, alors il ne parle pas de l'Orient, Gramsci, lui il parle du capitalisme. Il dit, à partir du moment où les gens pensent que le capitalisme est naturel, et que l'intérêt donc individuel et que la propriété fait partie de la nature humaine, et ben d'une certaine manière, vous avez une hégémonie du capitalisme. Vous ne pouvez pas remettre en cause, en fait, les structures du capitalisme à partir du moment où on est convaincu que ça fait partie de l'être humain. Et tout ça, c'est un discours. Donc il faut qu'avant qu'il y ait des victoires politiques ou intellectuelles, il faut qu'il y ait une victoire culturelle. Voilà. Et donc, ce que dit Saïd, en d'autres termes, c'est qu'à partir du moment où, en Occident et en Orient, on a été convaincu que cette théorie selon laquelle l'Occident serait dynamique, industrieux, expansionniste, alors que l'Orient serait immobile, archaïque et conservateur, et tout ça à cause de la religion musulmane, eh bien, on a une forme d'hégémonie qui permet de justifier les conquêtes à une certaine époque, et nous dit Saïd, parce qu'il a toujours un propos contemporain, les dictatures dans le monde arabe, et même le fait que la Palestine, etc., soit privée d'État par rapport à Israël, qui est la dimension un peu... Bon, on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui est la dimension la plus activiste d'Edward Said comme intellectuel. Bon. C'est intéressant parce que surtout, il fait dans sa théorie la grande ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest. Il ne faut pas oublier qu'il l'écrit en 78. À l'époque, il y a l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre. Il crée une nouvelle ligne de démarcation en disant, en fait, il y a eu une époque où on a démarqué non pas l'Est et l'Ouest, mais l'islam. Il y a l'islam et le monde chrétien. Donc il rappelle qu'à certaines périodes, en tout cas, ça a été considéré comme une ligne de démarcation. Donc d'une certaine manière, la façon dont l'Orient a inventé l'Occident, non, plutôt l'Occident, a inventé l'Orient, excusez-moi, a permis de justifier tout simplement un processus de domination politique et de mise sous coupe de l'Orient, des sociétés orientales. Et il dit aussi, bien sûr, il n'y a pas d'Orient sans complicité de l'Orient. C'est-à-dire qu'on a trouvé sur place des intellectuels qui ont accepté cette perception. Et donc, ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour les intellectuels orientaux de se démarquer de cette pensée orientaliste sur eux-mêmes pour tout simplement créer leur propre représentation. Il faut qu'on arrive à générer un propre imaginaire, parce que sinon on est dominé par un imaginaire extérieur. Alors moi ça m'a intéressé, parce que c'est pas mes sujets où j'écris pas des livres là-dessus. Je m'écris des livres, par exemple, à l'époque je me suis intéressé à l'anti-américanisme en France. L'idée que l'imaginaire américain allait nous contaminer, nous les Français, et qu'on n'aurait plus d'imaginaire propre. C'est intéressant, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose, mais bien sûr dans des zones très différentes. Alors, il ne faut pas dire que... moi j'aime beaucoup Saïd, mais il a été très contesté aussi, parce qu'en général on lui a reproché de minimiser les dynamiques internes des sociétés orientales qui existaient, indépendamment de la façon dont les orientalistes ont perçu l'Orient, première chose. Et deuxièmement, en décrivant l'Orient, les orientaux comme des objets, non pas des sujets, il a encore une fois minisé la dynamique des acteurs politiques qui, au sein des sociétés orientales, entre même le XVIIe et le XXe siècle, ont eu quand même un certain nombre de mouvements, ce qui ne permettait pas de comprendre notamment les mouvements révolutionnaires en Iran, l'émergence du badarabisme, du panislamisme, etc., etc. Donc il minimisait cette dimension-là en disant tout ça est le produit tout simplement de la domination occidentale. Et donc il a été quand même contesté pour cette raison-là. Et puis il y a un autre élément qui est intéressant, qui est apparu dans les années 80 et 90, c'est un courant qui s'est intéressé à Saïd en disant mais il n'y a pas seulement un orientalisme, il y a aussi de l'autre côté de la Méditerranée un occidentalisme. Alors, qui était presque un courant inversé, c'est-à-dire pour redéfinir ce que serait le véritable Orient, il fallait démoniser l'Occident.
il fallait démoniser l'Occident. Tu citais Saïd Qutb, le penseur des frères musulmans, exécuté en effet par le régime nassérien. Mais il y aurait une histoire à faire, qui a été faite d'ailleurs, de l'occidentalisme, et qui est double. L'occidentalisme comme une pensée positive de l'Occident jusqu'au la première moitié du XXe siècle, hein, cette idée que l'Occident égale modernité, donc il faut occidentaliser les civilisations orientales, hein, une pensée positive, et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout après les années 70, une pensée négative, l'idée que l'Occident est un Occident à la fois sans Dieu, corrompu, hypocrite, injuste, qui pratique la vraie fausse liberté des femmes, hein, cette idée que la liberté des femmes n'est que la marchandisation de leur corps, hein, et que surtout la marchandisation des corps et des sociétés a comment dire, déstructuré complètement la civilisation occidentale, et que donc il ne faut surtout pas que les sociétés orientales s'inspirent indépendamment des considérations religieuses, d'une société qui est considérée comme corrompue, décadente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette présentation de l'Occident comme une forme de Babel dépravé implique deux éléments. Elle aura été l'occasion pour les intellectuels panarabes, tout simplement, d'essayer de faire émerger des représentations propres aux sociétés arabes, notamment. Mais dans le même temps, elle aura été, bien sûr, utilisée, hein, il y aura un usage politique par les penseurs islamistes, qui vont s'en servir pour, bien sûr, nourrir un ressentiment et justifier ce qu'ils vont ensuite appeler le djihad à partir des années 90-2000. Ce qui est intéressant, et je crois qu'il faut retenir de ce point-là, avant que je passe à la deuxième partie, qui est plus mon sujet d'une certaine manière, c'est de montrer comment occidentalisme et orientalisme ont pour point commun, à certains égards, comme critique, de réifier parfois, réifier un petit peu les deux dimensions Orient-Occident. D'une certaine manière, Edward Said n'a pas réussi. Il a réussi à complexifier l'étude des relations entre Orient et Occident en disant c'est intéressant, il y a un mouvement de lutte de pouvoir qui se joue et donc on ne peut pas le détacher de la question coloniale, par exemple, hein, qui fait remonter lui au XVIIIe siècle. Pour lui, le début de la colonisation, c'est l'expédition d'Égypte, 1790-1801. Mais dans le même temps, sans le vouloir, hein, il continue de réifier cette idée qu'il y aurait un Orient et un Occident. Hein, il met quand même un peu dans le même sac la colonisation britannique, française, tout en disant qu'il y a des différences parce qu'il le sent bien. Et d'ailleurs, il fera un livre plus tard qui s'appelle « Response to my critics hein, », réponse à mes critiques, où il dira « c'est vrai, peut-être que j'ai exagéré comment dire, le fait de mêler Orient et Occident d'une certaine manière. » Et surtout, il disait « il faut surtout pas, comment dire, inventer une forme d'éternité des relations entre Orient et Occident, comme si les relations entre Orient et Occident seraient rythmées par les mêmes logiques, les mêmes mécanismes. Ça sera un des grands regrets. Ce dont j'aimerais parler dans un deuxième point, qui a l'air d'être un peu détaché, mais qui, je crois, ne l'est pas, c'est justement l'actualité de cette pensée de l'islam dans les débats identitaires de ce côté-ci de la Méditerranée. Alors dire d'abord qu'on n'a pas toujours parlé de l'islam dans le débat politique. C'est un phénomène qui est récent. Un phénomène qui est récent, qui date principalement des années 80 et 90, mais surtout les années 90, et qui commence par les fameuses affaires de la question laïque en France. Hein. C'est la fameuse affaire de Creil en 1989, quand des jeunes filles voilées se voient refuser l'entrée du collège au nom de la laïcité, et commence là un débat dont vous avez bien sûr tous entendu parler très largement, sur quelle place faire à l'islam dans la République. Alors au départ, ça passe par la question de quelle place pour les jeunes filles musulmanes qui souhaitent se couvrir la tête à l'école, et qui sera tranchée par la loi de 2004 qui interdit les signes religieux dans l'espace public, et principalement, non pas dans l'espace public, dans les écoles publiques, pardon. Donc on est une loi qui a fait quand même l'objet d'un certain nombre de débats. Il y aura un deuxième rebond, je crois, de cette question de l'islam dans le débat politique à partir de 2007, dans la campagne de 2007. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la formule de Nicolas Sarkozy, on ne veut pas que les musulmans égorgent les moutons dans les baignoires. Qui était une façon à l'époque quand même pour Nicolas Sarkozy, une façon plus présentable de parler, de reprendre une forme de critique qu'on peut qualifier quand même à certains égards avec une ambiguïté xénophobe, pour le dire comme ça, et qui avait repris le slogan de Jean-Marie Le Pen, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », c'était une manière de s'intéresser surtout aux frontières de l'identité nationale. Hein, la question c'était... Qu'est-ce que c'est une pratique qui serait française et une pratique non française, hein, d'où la fameuse aussi, à l'époque, la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Cette idée qu'il fallait s'intéresser justement à ces frontières
de l'identité nationale, et on sait, je vais très vite parce que c'est des choses que vous savez très bien, on sait aussi qu'il y a une accélération de cet questionnement sur l'islam autour des débats sur la nourriture halal dans les écoles, dans la campagne de 2012, et puis ensuite, bien entendu, avec les attentats, avec d'abord les attentats de Mohamed Merah, puis des frères Kouachi, puis l'affaire du Bataclan. Bon, cette question est une question totalement omniprésente. Je voudrais pas trop revenir sur ces faits, mais plutôt revenir sur 3 types de théories qu'on aborde très souvent et qui impliquent directement l'islam dans les discours identitaires contemporains. Alors ces 3, j'en choisis 3 un peu au hasard, mais ces 3 qui ont eu beaucoup d'écho, c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu sur ces 3 théories. La première, c'est celle de Philippe de Villiers, qui a repris ce que tu disais en tout début de ton introduction, c'est-à-dire il a repris des thèses de Battier-Or sur Eurabia, dans son dernier livre qui s'appelle « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Alors, je parlerai du livre de Patrick Buisson, puis ensuite on parlera du grand remplacement, comme ça on sera vraiment bien. C'est pas la partie la plus optimiste de tout notre discours, et puis on est très loin des textes sacrés dont parlait Sopri tout à l'heure, et je m'en excuse. Donc les cloches sonnent-elles encore demain, c'est une théorie de Philippe de Villiers qu'il a exposée. Il faut quand même commencer par dire que c'est un livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, donc c'est ce qu'on appelle un best-seller dans l'édition, que quand Philippe de Villiers fait une conférence où que ce soit, on refuse 200 personnes, donc là vous voyez à côté on est en petit nombre, et cette thèse est la suivante. Selon Philippe de Villiers, un grand plan a été décidé par les organisations internationales avec la complicité du gouvernement français qui a signé un traité pour vendre des parties du territoire français à des entreprises post-nationales dans lesquelles seront recrutés exclusivement des travailleurs musulmans. Et en compensation d'un salaire très faible, on permettra d'islamiser ces parties du territoire national intégralement, puisque la charia sera obligatoire, ainsi que le voile et la lapidation des femmes. Dans cette théorie, j'ose à peine appeler ça une théorie, donc il y a 3, on lui a posé la question, alors quelles seraient les 3 parties du territoire français? Alors il y a Roubaix, Marseille, alors vous êtes, comment vous dire, et la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, qui est connue dans l'imaginaire complotiste parce que c'est une rue où il y a une mosquée qui était une mosquée considérée comme salafiste et qui était salafiste en l'occurrence et qui est très proche aussi du premier attentat commis par les frères Kouachi contre Charlie Hebdo. Encore une fois, bon, on peut sourire de ces thèses, mais il faut savoir qu'elles ont un vrai retentissement. Deuxième type de thèse, la thèse de Patrick Buisson, dans son livre La cause du peuple, et dans un chapitre qui s'appelle « La guerre d'Algérie n'est pas terminée ». Alors ça, c'est une thèse qui est très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus contestée d'une certaine manière. La théorie de Patrick Buisson, c'est que, d'une certaine manière, le traumatisme de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le fait que la France se soit retirée et ait perdu l'Algérie française, est l'origine d'une sorte de guerre larvée entre l'islam et l'Occident, et le fait est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, non seulement, on va le dire comme ça, les Algériens ont mis dehors les Français de l'Algérie, mais en plus maintenant ils essayent d'envahir leur pays. C'est une thèse qui est très liée à la question du grand remplacement. Donc d'une certaine manière, nous vivons dans la même situation que dans la période de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, mais la guerre continue par d'autres moyens, par un esprit de revanche éternelle des Algériens contre les Français, et donc il s'agit pour les Français de se défendre de ce qui va être la façon de confisquer leur propre pays, comme ils ont été encore une fois mis dehors d'Algérie. C'est intéressant parce que c'est une thèse qui fait directement écho, mais en miroir inversé, avec certaines thèses défendues par des associations comme les Indigènes de la République, qui disent à l'inverse, nous sommes en effet toujours pendant la guerre d'Algérie parce que la façon dont l'État central gère la question des minorités, notamment les minorités musulmanes, est exactement la même chose que ce que faisait à l'époque le pouvoir colonial vis-à-vis des musulmans en Algérie. Donc on est là c'est intéressant parce qu'on est dans une essentialisation très forte de l'histoire, une instrumentalisation de l'histoire, bien sûr sur des points de vue très différents, mais enfin, qui sont encore une fois en miroir, et sur l'idée que nous sommes dans une période qui reste la même. C'est un passé qui ne passe pas, mais surtout qui demeure totalement contemporain. Deuxième thèse. Troisième thèse que vous connaissez sûrement, la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, qui dit tout simplement, comme le dit Buisson, voilà, il y a progressivement, et c'est ce que dit Battier-Or dans Eurabia, un remplacement de la population française par une population arabo-musulmane qui progressivement deviendra majoritaire par le biais des métissages, parce que chaque métissage, en fait, introduira du sang arabo-musulman dans le sang français, et qu'à terme, bien sûr, ça mènera à l'islamisation de la société française et de la France tout entière.
il ne faut pas oublier quand même qu'un des écrivains qui a vendu le plus de livres, qui est Michel Houellebecq, défend exactement la même thèse. Soumission, c'est exactement la même chose. C'est le prolongement de ce que dit René Camus, c'est le prolongement de ce que dit Batior, c'est le prolongement de ce que dit Philippe de Villiers. Alors encore une fois, Philippe de Villiers, c'est la version fou du roi, et donc c'est amusant, mais c'est quand même des thèses qui se sont prises au sérieux par beaucoup de gens. Là, on voit bien qu'on n'est même plus dans une instrumentalisation, et ça, c'est ce que je voudrais vraiment, là-dessus, je voudrais insister, on n'est pas du tout dans une question religieuse. C'est-à-dire qu'aucun de ces acteurs ne parle vraiment de l'islam comme religion. C'est pas le centre d'intérêt. Et ça, là, je crois qu'il y a un prolongement. Il y a une vraie rupture avec, bien sûr, les théories du Moyen-Âge, parce qu'il y a une cosmologie chrétienne au Moyen-Âge. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une évolution des débats identitaires et des débats entre l'Europe, en tout cas la civilisation européenne, qu'on n'appelle plus la chrétienté. C'est intéressant, parce qu'elle tient compte de la déchristianisation de l'Europe avec l'islam sur le biais identitaire qui recoupe des débats profonds. Alors, et ces débats, quand on les aborde, j'en vois au moins 2 ou 3. La première, c'est d'abord tout simplement une crainte, une angoisse d'une partie de la culture majoritaire. En période de crise, tentation de fermeture, une vision de la France comme un pays homogène culturellement, qui a du mal aussi à assumer son histoire coloniale. Grande difficulté, on l'a vu récemment encore, avec les déclarations d'Emmanuel Macron, et surtout les réactions, c'est intéressant, les réactions de Christian Estrosi, d'une toute partie de la droite, de vos régions d'ailleurs, hein, qui disait, je ne me souviens plus si c'est Éric Ciotti ou Christian Estrosi, qui dit Emmanuel Macron vient cracher sur les cercueils des soldats morts en Algérie. C'est quand même très lourd, enfin on voit bien que c'est un passé qui ne passe pas. Hein. Et là on est tout à fait en dehors de la question de l'islam, on est tout à fait en dehors de la question purement religieuse. Et donc une difficulté aussi à assumer son passé d'immigration. Hein. Finalement, peu de gens savent qu'un Français sur 3 a un père, un grand-père, une grand-mère, une mère qui est né étranger. Un Français sur 3. C'est quand même une partie très importante. Deuxièmement, c'est aussi une crainte, et ça, à l'inverse, ça rencontre au sein de la société française une crainte d'une partie de la minorité musulmane qui est traversée par des tensions propres à cette, je ne dirais pas une communauté, mais en tout cas tensions propres à une série de groupes sociaux et politiques, et autour de la question de la pratique religieuse, autour de la question de l'intégration en France, sur fond de discrimination. Donc là, on est vraiment sur aussi des façons de fédérer les ensembles, un peu artificiellement, hein, d'une certaine manière. Alors encore une fois, pas tous les ensembles, donc il n'y a pas ni de communauté majoritaire, ni de communauté musulmane, ça n'existe pas, il y a surtout des groupes sociaux qui sont en train d'interagir, mais enfin en tout cas, il y a des tensions internes, et qui fait que sur ce fond de discrimination, il est parfois difficile pour une partie de la communauté musulmane d'entendre aussi le fait qu'il faudrait en plus remettre en cause un certain nombre de choses qui sont perçues à travers le biais d'une une façon de se réidentifier à la religion musulmane qui date des années 70-80. Hein. C'est vrai que beaucoup de jeunes gens, dans un certain nombre d'origines arabo-musulmanes, français d'origine arabo-musulmane, ont redécouvert la religion musulmane dans les années 80-90. C'est une réalité. Notamment au niveau d'un certain nombre de pratiques cultuelles, principalement le ramadan ou la non-consommation de porc. Dans les faits, en fait, on sait que les pratiques religieuses sont faibles, mais il y a quand même quelques restes qui sont des restes qui sont identitaires aussi. Et ça recoupe d'autres tentations identitaires de la société française, notamment, par exemple, le mouvement politique qu'est la Manif pour tous. Hein, on sait qu'il y a un catholicisme identitaire qui est en train de réémerger en France, qui touche une très grande partie de la population. Une très grande partie, oui, en tout cas des populations qui se sentent chrétiennes. Hein. De la même manière qu'il y a une laïcité identitaire. Le fait de dire, mais être laïque devient le cœur de l'identité française. Ça, je crois que c'est intéressant. Finalement, c'est pas tant la pratique religieuse, le texte lui-même, les hadiths, est-ce que Mahomet est comme ci ou comme ça qui compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire de notre identité, hein, individuelle, sociale, et parfois donc religieuse. Alors, je finirai en disant juste 2-3 petites choses pour pas être trop long. D'abord, dire que ces paradoxes sur le débat sur l'islam contemporain, il y en a plusieurs. D'abord, ça a quand même mis depuis 30 ans l'islam à l'agenda du débat public. Et ça n'a pas que des vertus négatives, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en faisant de... Bon, on sait que les identitaires disent en permanence on ne peut pas discuter de l'islam. Bon, on a l'impression qu'il y a des magazines qui font leur une à peu près une fois par semaine sur l'islam, ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais tout en le disant, bien entendu. Hein. Il y a une façon de dire qu'on n'a pas le droit de parler de l'islam pour dire des choses en général négatives sur l'islam. Donc c'est aussi il y a un usage politique du fameux tabou dont on n'aurait pas le droit de parler. Mais dans le même temps, il faut remarquer que, surtout après les attentats, ce qui est assez frappant, mais on avait déjà vu ça après le 11 septembre aux États-Unis, il y a un intérêt pour l'islam et l'histoire des Arabes en particulier qui est devenu absolument énorme dans l'opinion. Il ne faut pas oublier, par exemple, que
des savants comme Jean-Pierre Philu, comme Olivier Roy, comme Gilles Kepel, qui étaient des gens qui étaient des chercheurs, certes respectés il y a une trentaine d'années, mais enfin totalement confidentiels, eh bien, sont devenus des vendeurs de best-sellers. Hein, l'histoire des Arabes de Jean-Pierre Philu, c'est 180 000 exemplaires. Je parle même pas des livres de Kepel, parce que ça c'est carrément, c'est plus que des best-sellers, c'est absolument un intérêt énorme. Donc il y a une vraie volonté de comprendre dans l'opinion, et peut-être qu'une partie des raisons de votre présence est aussi liée à cela, une volonté de comprendre, d'avoir d'autres discours sur l'islam que celui qui tout simplement dit l'islam va envahir la civilisation occidentale et nous transformer en néo-musulmans. Ça, c'est une première chose. Deuxième, peut-être, conclusion temporaire, c'est de dire à quel point, quand on parle d'islam et d'Europe, et c'est là peut-être ma gêne, même ma seule gêne par rapport au titre, c'est accorder une importance très forte à la religion, là où je pense, comme je vous le disais, qu'il y a avant tout des théories du pouvoir. Des théories c'est de la politique, en fait. C'est pas la politique politicienne, c'est pas la droite et la gauche, mais c'est profondément des questions politiques. Et dans ces questions politiques, quand on observe les sociétés occidentales, enfin, européennes en tout cas, ou moyen-orientales, ou d'Afrique du Nord, on voit bien que ces questions sont en général des discours qui dissimulent des véritables enjeux, qui sont des enjeux politiques, sociaux et économiques, très profonds. Alors bon, j'ai un peu honte de vous dire ça, c'est une lapalissade, mais enfin, fondamentalement, il faut quand même dire avant tout que les problèmes qui se posent dans les sociétés à la fois européennes et moyen-orientales ou d'Afrique du Nord, c'est pas des questions religieuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas traversé par des tensions religieuses, ça me paraît être une évidence, mais il faut faire attention. Et puis la dernière chose que je dirais, et ça je crois qu'est la chose la plus importante, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est à 3 mois de l'élection présidentielle, que toutes ces questions font l'objet d'un véritable combat. Un combat politique, un combat culturel, hein, pour reprendre Gramsci, entre différentes parties de la population. Il ne faut pas croire que dans ces questions-là, tout le monde se pose des questions de manière très naïve et avec de bonne foi. Il y a des acteurs politiques qui aujourd'hui, dans différents cénacles, sont en train de pousser certaines conceptions de ce que doit être la société ouverte et la société fermée. Ce combat, je le définis comme ça. D'un côté, il y a des gens qui pensent que la France est un pays de culture au pluriel, qui pensent qu'il faut quand même si ça veut dire des chocs, des entremêlements, des discussions, etc., qu'il faut que la France reste un pays ouvert. Et puis il y a des gens qui pensent que la France doit être un pays fermé. Et je peux vous le dire, comme une anecdote, j'étais il y a quelques mois, par exemple, pour les 50 ans d'une revue qui accueille toutes les droites, qui s'appelle Valeurs Actuelles, où il y a là-dedans des activistes politiques, qui sont en général des jeunes gens, qui ont entre 25 et 35 ans, et qui ont une vision très forte de ce que doit être la société fermée. Et ce sont des activistes politiques. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, à droite, à l'extrême droite, jouent un rôle, poussent les acteurs politiques à aller dans une certaine direction. Voilà. Alors, encore une fois, on peut se sentir d'un côté ou de l'autre, mais il faut savoir que ce combat, il existe, que ce n'est pas, encore une fois, une sorte de débat où on ne sait pas où on est. Il y aurait des gens isolés qui dialogueraient de bonne foi. On n'est pas dans un combat, on est dans un combat politique. C'est un combat politique. Alors, je sais que le dire comme ça, c'est un peu effrayant, parce qu'on se dit, mais comment on peut se sortir de cette situation ? Enfin, en tout cas, déjà, commencer par le savoir, c'est déjà une bonne chose. Où qu'on se situe, hein, encore une fois, mais il vaut mieux le savoir. Et c'est un combat qui dépasse le clivage droite-gauche et surtout qui pose la question, tout simplement, à mon sens, de la place qu'on fait au pluralisme dans une société comme la société européenne. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la relation à l'autre quand cet autre est différent ? Parce que si vous voulez que cet autre il vous ressemble, ça devient plus compliqué. C'est comment on accepte la différence dans quelque chose qui est donc différent, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et ça, c'est, me semble-t-il, la force des démocraties, tout simplement, d'être capable d'accepter la différence sans sortir son fusil, ou sans penser que, aujourd'hui ou demain, des populations vont envahir un espace culturel qui a lui-même sa propre histoire et ses propres représentations, et opérer le grand remplacement qui fait peur à une partie de l'opinion française. Voilà. J'espère qu'on n'a pas plombé l'ambiance. Peut-être qu'on peut... je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ou alors vas-y, tu veux dire un mot, on ouvre la question, les questions à la salle. Oui, alors juste un petit rappel avant de vous passer le micro. Vous dire que vous trouverez la librairie L'Odeur du Temps à l'entrée avec les livres des 2 intervenants et puis d'autres livres, je pense, autour des différentes questions qui ont été abordées. Vous dire aussi qu'après le temps de discussion et d'échange, vous aurez un petit goûter qui vous sera gentiment offert. Voilà. Et puis vous rappelez que la prochaine conférence aura lieu au mois de mars, le 21 mars, et qu'elle aura lieu à l'école centrale. Et avec Giuseppe Cessere
et Sylvie Denoa. Voilà, sur le thème de la spiritualité en Méditerranée. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Où est l'école centrale? À Château-Gombert. Mais vous avez les programmes, on vous les distribuera, où vous avez le numéro pour réserver, l'adresse et comment vous y rendre. Je voudrais poser une question tout à fait élémentaire et bébête. Comment le Coran et les hadiths ont été écrits par qui? C'est tout bête. Il faudrait partir de là. C'est une vraie question. C'est au centre de tout ce qu'on écrit aujourd'hui, en tout cas les spécialistes. Alors selon la tradition musulmane, le Coran a été écrit, donc a été révélé à Mahomet, selon des phases successives. Et puis il a été écrit par donc des scribes qui étaient très proches de lui. Donc à chaque fois qu'il recevait la parole divine, il la prononçait, il la récitait, et les scribes rassemblaient, donc écrivaient ses propos. Ensuite, donc il y a eu plusieurs, on va dire, Corans, selon donc le scribe qui écrivait. Et puis avec le mouvement des conquêtes, donc les Corans se sont dispersés. Et il y a eu un premier moment du rassemblement ou du rassemblage du texte qui s'est opéré 20 ans en gros après la mort de Mohammed, sous le califat du troisième calife. Donc on a réuni, toujours selon la tradition musulmane, tous les scribes. On a fait un texte qui est devenu la Vulgate, et on a brûlé tous les autres textes. Donc c'est un premier moment, et donc qui est considéré aujourd'hui par les musulmans comme le texte, donc le vrai Coran. Après, si on voit l'évolution de l'histoire, on s'aperçoit que 50 ans plus tard, il y a eu une deuxième tentative, justement qui coïncide avec l'apparition du nom de Mohammed sur les documents officiels, une deuxième tentative de rassembler le texte à nouveau. Donc on a le calife qui ordonne l'envoi de plusieurs manuscrits de Coran dans les provinces, dans les capitales de province, à Fustat, qui est donc le Fustat qui était la capitale du Caire, à Damas, à Bagdad, non pas à Bagdad, mais dans les grandes villes de l'Empire, pour remplacer le premier texte. Donc il y a eu une deuxième tentative. Donc selon la tradition musulmane, le texte a été écrit dès le début, mais après il a eu une histoire, et cette histoire est marquée par les conquêtes, par la dispersion des différents, si j'ose dire, Corans des scribes. Le hadith, c'est très différent. Le hadith, il a été élaboré au IXe siècle. Donc au IXe siècle, on a senti le besoin de se référer au prophète. Et donc il y avait des savants musulmans qui vont élaborer une méthode pour cueillir les propos du prophète. Donc on va interroger les anciens, on va élaborer une méthode qu'on va appeler l'isnad, c'est-à-dire on va essayer de trouver les transmetteurs de la parole prophétique, donc toute une chaîne de transmission pour cueillir les propos. Et comment on va rassembler ces textes qui vont devenir canoniques? C'est-à-dire qu'on va élaborer une méthode qu'on appelle la science des autorités. Tel transmetteur est-il digne de foi ou non? Et donc, de cet effort gigantesque vont naître 6 textes canoniques qu'on considère comme sahih, c'est-à-dire comme véridiques, c'est-à-dire des traditions prophétiques auxquelles on peut accorder une valeur authentique. Donc, et bien sûr, ces deux textes-là sont les fondements, pour un musulman, ce sont les fondements de l'interprétation de la religion. Donc le texte s'arrête plus l'œuvre du prophète qui est rassemblée dans ces corpus de hadith. Peut-être pour dire un mot quand même sur la différence entre les hadiths, le Coran et même la Bible par exemple, c'est que dans la tradition musulmane, le Coran n'est pas une interprétation, c'est directement la parole de Dieu. La Bible n'est pas directement la parole de Dieu. La Bible, elle est quand même réunie sur des textes qui ont été réunis par les apôtres, etc. etc. Ça fait une vraie différence. Alors, l'hégire... Oui, alors l'hégire, c'est le moment... Alors, c'est justement le mouvement fondateur en islam, c'est donc le moment où, selon la tradition, Mohammed est persécuté par sa tribu, sa propre tribu à la Mecque. Donc il est dans une phase de prédication,
Il a quelques adeptes, mais il n'est pas en position de force, et plusieurs tentatives donc d'assassinat, de diffamation, etc. Et donc il décide de quitter la Mecque pour s'installer dans ce qui va devenir Médine, qui est donc au nord de la Mecque. Et donc ce mouvement, cette immigration, ce déplacement de la Mecque à Médine, qui dans la tradition musulmane marque le déplacement aussi de l'islam comme prédication à l'islam comme État, comme religion d'État, donc va être le moment fondateur, et c'est pour cela que le deuxième calife, donc, que j'ai évoqué en mal, va choisir l'année 1 de l'Hégire comme calendrier de ce nouvel État. Donc c'est vraiment le moment où on va dire, l'islam va basculer d'un message minoritaire vers un lieu qui va l'accueillir et qui va lui donner aussi un potentiel politique guerrier aussi. Une question. C'est Augustin. On va appeler Vincent Giraud. Moi, la question que je voudrais poser à l'historien, vous avez parlé de Jamal Din Afghani. Oui. C'est-à-dire pour expliquer un peu aux gens qui sont là, pour Jamal Din Afghani, lorsqu'il avait, je crois que la première revue qu'il avait écrite avec Cheikh Mohamed Abdou, il a écrit ici en France, à Paris. Oui. Et c'est lui qui a laissé cette fameuse citation à son époque, au 19e siècle, en disant qu'il était dans un pays où l'islam était de partout, mais malheureusement, il n'y avait pas de musulmans. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musulmans à cette époque-là. Et là, vous parlez des penseurs, Tahir Haddad, qui est mort en 1936 ou 1935, qui est tunisien, et qui a donné sa vie, qui a combattu pour la liberté de la femme, et qui était quand même un théologien qui est sorti de Zitouna, qui était aussi, en même temps, c'était un juriste, et quand même, on l'a attaqué de tous les côtés. C'est vrai qu'il faut dire aujourd'hui que le courant le plus répandu dans les pays du Maghreb, c'est le courant de Saïd Qutb, que le courant de Jamal Din Afghani ou Cheikh Mohamed Abdou. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mohamed Abdou, Jamal Din Afghani, et donc cette renaissance arabe de la fin du 19e siècle, donc ces penseurs qui ont voyagé, qui se sont installés en Europe, essentiellement en France, qui ont connu, qui se sont imprégnés de cet héritage des Lumières, et qui vont aussi questionner leur propre histoire, leur propre culture, ont laissé des œuvres fondamentales que malheureusement on se rend compte aujourd'hui qu'on n'étudie plus ces penseurs-là, pas plus que d'ailleurs l'œuvre de Tahir Haddad, ou même des penseurs qui sont plus contemporains, comme par exemple l'Égyptien Nasser Hamad Abouzid, qui dans les années 80, il a écrit un livre qui s'appelle Critique du discours religieux, et donc on l'a viré du Caire, on l'a viré de l'université, il s'est installé aux Pays-Bas où il a connu la mort dans l'exil. Donc c'est ce mouvement de la Nahda de la fin du 19e, donc cette renaissance, il est perdu jusqu'à aujourd'hui, il y a encore vraiment mais malheureusement, moi je pense que c'est aussi une question, peut-être tu as parfaitement raison de dire que c'est des questions de pouvoir, c'est aussi des questions de pouvoir politique où, moi je suis à l'université, on n'étudie pas Tahir Haddad comme dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on le connaît, on est fier d'avoir que la Tunisie ait produit un type comme Tahir Haddad qui a défendu la femme, qui a fait un vrai projet de réforme dans les années 1930, mais une émission télé, un jour, elle est sortie dans la rue, enfin une journaliste est sortie dans la rue, elle a demandé aux jeunes connaissez-vous Tahir Haddad ? Mais parce qu'on ne l'étudie pas, parce que... Donc je suis tout à fait d'accord, mais j'ai insisté sur ce mouvement parce qu'il me semble que c'est important de dire que c'est un mouvement aussi qui gagne beaucoup, pas que... Il ne faut pas croire que juste la jeunesse désespérée, mais c'est aussi un mouvement, peut-être pas en Tunisie, mais en tout cas dans beaucoup de pays arabes, il détient quand même des chaires importantes dans les universités, dans les académies. Alors... on ne va pas dire Motamouska dit Saïd Qutb, mais en tout cas des mouvements conservateurs, néoconservateurs qui sont, à mon sens, très dangereux. Autre question ?
Est-ce que vous pouvez nous dire où actuellement se font parmi les musulmans des recherches justement sur le début de l'islam, le Coran? Est-ce que c'est plus parmi les penseurs musulmans d'Europe ou est-ce qu'il y a des lieux dans les pays arabes musulmans où cette recherche est vivante actuellement? Enfin... Merci, c'est une bonne question. Alors sur le plan pur... En Tunisie. Oui, notamment, mais pas qu'en Tunisie. En fait, tous ces programmes-là de recherche, qui sont des vrais programmes internationaux, regroupent plusieurs laboratoires de recherche, des groupes différents aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays arabes. Et donc, déjà en Europe, il y a beaucoup de jeunes historiens, de jeunes islamologues qui sont partis... se sont installés dans les universités européennes et qui participent aussi à cette renaissance des études sur les débuts de l'islam, donc à Paris, à Londres, aux États-Unis, un peu partout. Dans les pays arabes, il y a des mouvements, il y a des programmes de coopération assez timides, parce que je pense que le problème, c'est ce que je disais il y a une semaine à Paris avec des collègues, le problème aujourd'hui dans les pays arabes, c'est qu'on ne maîtrise plus les langues étrangères, et ça devient un handicap. C'est-à-dire que moi je suis à l'université, j'ai du mal à donner un cours en français, et donc par conséquent, même si on insiste encore sur un enseignement bilingue, mais ça devient parfois absurde de donner des cours en français, parce qu'on a des étudiants qui ne comprennent plus le français. Alors ils ne le comprennent plus, peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être parce que le niveau des profs est médiocre, parce que peut-être que l'enseignement bilingue arrive à son terme, mais en tout cas, ils ne comprennent plus, par exemple, pourquoi on va leur donner un cours d'histoire de l'islam en français. Ils ne comprennent pas pourquoi on va leur donner des références en langue étrangère. Donc ça devient difficile. Les chercheurs, on va dire, sérieux entre guillemets, qui maîtrisent bien les langues, ils vont s'expatrier, ou même s'ils font de la recherche dans les pays arabes, on va faire quelque chose qui correspond, on va dire, au canon de la discipline, parce que la méthode est la même, qu'on écrive en arabe, en persan ou en anglais. Mais voilà. C'est un vrai problème aujourd'hui, le statut et l'enseignement des langues étrangères. Peut-être pour complémenter ce que tu viens de dire par contre qu'en Europe, alors je ne parle pas pour l'histoire, je parle plutôt pour la science politique, mais l'histoire contemporaine que je connais un peu aussi, il y a une démultiplication du nombre de jeunes chercheurs qui s'intéressent aux questions des sociétés moyen-orientales, de l'Afrique du Nord, des relations islam-occident, etc. C'est vraiment un champ qui est un des champs les plus dynamiques de la science politique, par exemple, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... je ne veux pas faire il n'y a pas de proportion vraiment à vous donner ou de chiffres, mais enfin c'est une démultiplication. C'est pas juste une augmentation relative. C'est aujourd'hui, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'un étudiant en master sur 3 ou 4 s'intéresse à un thème qui de près ou de loin a trait à cette zone géographique. En tout cas, quand il fait des relations internationales, c'est un thème qui est vraiment tout à fait prévalent. Ça c'est intéressant parce qu'on voit aussi que c'est pas seulement un objet d'intérêt pour les jeunes Français qui seraient d'origine étrangère ou dont les parents seraient des immigrés, même si on voit émerger toute une génération de jeunes chercheurs de très très bon niveau sur ces questions-là et qui en effet bénéficient des fois d'un avantage comparatif parce que peut-être dans leur famille ils ont appris le dialecte algérien, marocain, etc. Donc ça leur donne un accès au terrain qui n'est pas forcément toujours plus facile, mais parce qu'il est aussi très ambivalent. Un jeune chercheur français d'origine marocaine qui va au Maroc faire des recherches, il n'est pas aidé, au contraire. Et c'est des fois plus facile d'avoir la tête que j'ai que lui, par exemple, pour faire des recherches. Quand on est français, mais d'origine, par exemple, tunisienne ou marocaine, dans un pays, voilà. Mais ça concerne plus généralement, d'ailleurs. C'était intéressant. C'est pas du tout seulement des jeunes français d'origine immigrée qui s'intéresseraient à ces questions-là. C'est vraiment un phénomène global. Et c'est pour ça que je disais, il y a aussi des raisons d'espérer, parce qu'on se rend compte que c'est le produit dans tous les champs qui concernent à la fois l'histoire, la science politique, la sociologie, qui concernent ces questions, sont des champs en véritable explosion. Tout simplement parce que c'est aussi le gouvernement des postes. C'est aussi bête que ça, mais enfin ça veut dire que quand vous commencez à faire une thèse, parce que vous êtes dans une carrière, et donc à partir du moment où les gouvernements, les chaires, l'Europe, etc. financent des projets de recherche dans lesquels il y a une possibilité de s'insérer professionnellement, vous trouvez à la fois cet intérêt qui permet en plus de déboucher sur tout simplement des vies, quoi. Donc ça c'est, je crois, au moins un signe assez positif.
Merci, bonjour. Le monde est traversé par plein de pays où l'islam se partage, mais au travers des discours, on a l'impression que le monde musulman est imperméable aux structures sociales. Qu'est-ce que vous appelez structure sociale ? Eh bien, les forces politiques qui les traversent, il y a des pays où il y a une majorité musulmane qui sont des féodaux, il y a des pays qui sont plus ou moins des républiques, il y a des pays où le travail est partagé d'une manière différente, qu'il y a une variété énorme dans ce monde. Et on nous présente l'islam comme étant un espace monolithe. Est-ce que l'islam est perméable, justement, ce qui se passe dans notre époque, au courant moderne ? Alors, peut-être je vais répondre juste à un mot, parce que sur cet élément que je voulais commencer ma communication. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand la catégorie d'islam aujourd'hui, qui a remplacé la catégorie d'Orient, pour revenir sur la théorie de Saïd, c'est une catégorie qui porte les mêmes stigmates que la catégorie d'Orient, c'est une catégorie qui est floue, qui donne le sentiment qu'il y aurait une seule langue, l'arabe, une unité déjà politique, ou en tout cas culturelle, une religion identique, une situation politique la même identique, et presque une économie identique. Mais il faut bien voir que, je vous appelle de le rappeler, mais on a, admettons même qu'on prenne les pays de l'Union arabe, c'est une cinquantaine de pays, mais qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Quand je dis rien à voir, c'est rien à voir. C'est-à-dire, vous l'avez dit, des républiques, des monarchies, des théocraties, pour parler des systèmes politiques. Vous avez des pays parmi les plus riches de la planète, je pense aux pays du Golfe notamment, et des pays les plus pauvres, le Yémen, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Vous avez d'abord pas une religion, mais vous avez quand même des courants, je suis peut-être surpris pour en dire un peu plus que moi, mais des courants, sans parler même seulement du courant entre chiisme et le sunnisme, toutes les formes de soufisme qui sont des fois très opposées. Il ne faut pas oublier qu'en Irak, aujourd'hui, 2 attentats sur 3 touchent des gens de la confession musulmane d'à côté. Les attentats en Irak, où on entend des chiffres épouvantables, des marchés où il y a des bombes qui sautent, où il y a 100 morts. Il n'y a bien sûr aucun occidentaux, il n'y a aucune cible, même chrétienne, parce que les chrétiens en Irak sont partis pour la plupart d'entre eux depuis bien longtemps. Donc, et surtout, il n'y a pas de sentiment d'unité. C'est-à-dire que le panarabisme qui a été un projet politique dans les années 50 et le panislamisme qui a été un rêve d'une partie des islamistes était une grande illusion. En fait, il y a d'abord avant tout une compétition entre différents pays de la même. Mais d'une certaine manière, on a une unité au sein de l'Union européenne qui est 1000 fois supérieure à l'unité qui existerait même entre les pays du Maghreb. N'oubliez pas qu'il y a des contestations territoriales, par exemple entre l'Algérie et le Maroc, qui sont très graves, qui sont vraiment des objets de contentieux extrêmement lourds. N'oubliez pas que l'Égypte, au Moyen-Orient, joue un rôle de pivot. Elle est en compétition très forte avec l'Arabie Saoudite, sans parler même du rapport à l'Iran. Parce qu'il y a aussi la compétition entre les Arabes et les non-Arabes. Puisque pluricentenaire entre les Persans et les Arabes. Donc il y a tous un sentiment d'unité. Si je crois qu'il y a une zone qui est structurée justement de manière sociale et par des conflits politiques, économiques et culturels, c'est bien la zone qu'on appelle l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Attendez, madame, il y a quelqu'un derrière vous et après ce sera à vous. De façon plus récente, est-ce que justement l'islam persique ou persan, je ne sais pas comment il faut dire, ou même asiatique carrément, peut intégrer des grilles de lecture que vous nous avez données? Par exemple, l'occidentalisme et l'orientalisme, c'est de l'histoire ancienne, on en vit les rebonds aujourd'hui, mais est-ce que ça peut nous éclairer sur ces rapports que l'on a avec des rapports beaucoup plus distendus qu'on a avec l'islam de Perse ou d'Indonésie? Alors je reviendrai juste pour dire 2 mots sur le titre, donc Europe et Islam. Bien sûr, dans un titre, c'est toujours difficile de choisir un terme qui va désigner... donc on a pris Islam avec un grand I, pas un grand S, un grand I, pour désigner une civilisation, une histoire, un peu une région où ce qu'on définit classiquement par des mondes musulmans. Voilà. Donc c'est un ensemble, mais moi il me semble que l'étiquette islam colle bien avec cette histoire longue qu'on a essayé de décortiquer. Maintenant, cette histoire contemporaine, je prendrais peut-être l'exemple de la Tunisie, que je connais bien et que aujourd'hui, elle vit un vrai changement, peut-être qu'on a encore du mal à bien comprendre, même nous-mêmes Tunisiens. Si je reviens par exemple au débat qu'il y a eu en Tunisie sur
l'article 1 de la Constitution. Donc en 59, quand on a fait la première Constitution après l'indépendance, l'article 1 définit la Tunisie comme une république, sa langue est l'arabe et sa religion est l'islam. Et il y avait cette ambiguïté sur est-ce que sa religion est l'islam, est-ce que ça renvoie à la République ou au pays. Et on est tombé dans le même débat donc à partir de 2011, quand on a donc écrit cette nouvelle constitution. Et puis au bout de 2 années de débat, on a gardé textuellement l'article 1, donc on n'a pas changé, mais on a dit, voilà, à comprendre comme, donc l'islam c'est la religion du pays, c'est la religion de la population, des Tunisiens sont des musulmans, mais c'est pas la religion de l'État, de la République. Sauf que, linguistiquement, on peut le lire de 2 façons. C'est-à-dire que l'enjeu ou le danger, si le lendemain il y a un régime qui va dire, bon, moi je vais appliquer la loi... la fameuse charia qu'on a il peut, parce que linguistiquement, il peut justifier, il peut même démontrer que la constitution tunisienne dit que l'islam est la religion de la République. Ce qui est complètement... Donc, pour revenir tout à l'heure à ce que disait Vincent, que le débat n'est pas religieux, bien sûr, c'est un instrument, on a toujours instrumentaliser la religion. Et ce qu'on a vu dans l'effervescence de la jeunesse tunisienne post-2011, c'est que les aspirations sont autres que religieuses. Les débats ne concernent pas la religion, mais on a besoin de symboles, on a besoin d'images pour s'identifier, pour avoir cette identité justement. Et c'était très intéressant de voir par exemple la jeunesse tunisienne se couper, pas en 2, mais en tout cas dans les débats sur les réseaux sociaux, ou bien on est fils de Orb Abnafar, donc le concurrent musulman de la Tunisie, ou alors on est fils de Al-Kahina, donc cette reine berbère qui a résisté aux musulmans. Donc on avait besoin de ces images-là, mais en gros pour aussi peut-être défendre ou pour débattre de ce modèle sociétal qu'on cherche à établir en Tunisie. Est-ce qu'on cherche une société peut-être ouverte ou alors une société qui, avec cette nostalgie à ce passé sacré qu'on a du mal aussi à s'en débarrasser, pas à s'en débarrasser mais à le désacraliser, à étudier tout simplement l'islam comme une histoire sans toucher la question de la véracité du prophète ne se pose pas, ou la véracité du Coran elle ne doit pas se poser, mais en tant qu'histoire, en tant que processus de civilisation. C'est intéressant que tu dis ça parce que je crois que ça fait totalement écho, cette distinction que font les jeunes Tunisiens entre la fille d'une princesse berbère et la fille des conquérants musulmans. On retrouve ces débats de manière récurrente dans le dernier siècle français, et j'ajoute même les 2 derniers siècles, entre ceux qui disent qu'il y a les origines chrétiennes de la France et ceux qui disent non, au contraire, ce qui caractérise la France, c'est son émancipation de la religion. Je crois que c'est un courant qui traverse l'ensemble des sociétés européennes et moyen-orientales. Peut-être revenir sur votre question sur orientalisme, occidentalisme vis-à-vis de l'islam non arabe. Parce que c'est intéressant, enfin, tout simplement, quand on parle de Méditerranée, nous on pense à l'islam arabe. La référence et les discours français, ils sont vis-à-vis de l'islam arabe. Peut-être 2 remarques. D'abord, dire que je crois absolument pas que l'orientalisme et l'occidentalisme soient des concepts historiques dépassés. Malheureusement. C'est-à-dire que, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus que jamais un orientalisme, même si en Europe, il y a quand même tout un courant de pensée savante qui essaye de dépasser, bien sûr, cet orientalisme. Et de l'autre, je crois qu'il y a un vrai occidentalisme dans beaucoup de pays musulmans, qu'ils soient arabes ou non arabes. C'est-à-dire qu'une vision de l'Occident. Mais après, bien entendu, si vous êtes un musulman indonésien, c'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier, comme le premier pays musulman dans le monde, c'est 800 millions de musulmans. L'islam arabe, c'est combien 10-15% des musulmans au niveau mondial, ou peut-être 20%. Donc c'est une toute petite minorité. Et en fait, c'est là où je vous dis que c'est un rapport au pouvoir, c'est-à-dire... Dans quelle mesure ça nous permet de comprendre l'orientalisme et l'occidentalisme, les rapports à l'islam asiatique, ou asiatique ou tout simplement non arabe, ça dépend des rapports que les pays européens entretiennent avec ces zones-là. Quand il n'y a pas de rapport de pouvoir, c'est-à-dire la France avec l'Indonésie n'a pas beaucoup de rapports, ni politiques, ni... l'Indonésie est un marché asiatique, je peux vous dire que tout d'un coup, on ne parle pas très souvent des musulmans indonésiens. Mais tout simplement, la France, elle parle avec elle-même, comme souvent dans ces pays-là. On parle de rapport à nos identités, mais par rapport à ce qui nous paraît être soit une menace, soit un espoir, soit un dialogue immédiat avec des populations qui se trouvent. Aujourd'hui, la structure de l'immigration reste principalement celle d'un islam arabe, en tout cas d'une population, encore une fois, de pays de culture musulmane, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et un peu en Afrique subsaharienne.
Mais on voit bien d'ailleurs on a du mal à identifier la question de l'islam sénégalais, par exemple. C'est pas très clair. La grande peur, l'affaire du grand remplacement, c'est pas que demain nos enfants soient noirs et sénégalais. C'est pas ça l'idée. Mais parce que probablement, c'est là aussi où on trouve toutes les fractures de l'histoire de France. Là où peut-être le seul point d'accord, je vous à peine le dire, que je pourrais avoir avec Patrick Buisson, quand il dit la guerre d'Algérie n'est pas terminée, c'est qu'on voit bien que l'impact de ce qu'a été la guerre d'Algérie et ses conséquences, non pas tant sur la perte d'un territoire qui sera l'Algérie, mais sur la façon dont la France se pense elle-même comme grande puissance. Ce traumatisme, cette très grande difficulté à accepter non seulement que la France n'est plus une grande puissance, en tout cas au sens où elle l'était il y a 60 ans, mais qu'en plus, les mécanismes qui ont fait d'elle une grande puissance sont des mécanismes tout à fait contestables, voire carrément critiquables, qui nous condamnent, ou en tout cas nous donnent un impératif d'interroger notre propre histoire, et pas seulement pour dire qu'on a eu Napoléon et la Révolution française. Eh bien, c'est là où le bas blesse. Et c'est là, comme par hasard, où on focalise des points d'interrogation sur l'orientalisme arabe. Je crois que c'est pas un hasard. C'est parce qu'on parle de nous, tout simplement. Comme le dit Sopri, quand il dit il y a des débats en Tunisie, mais c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Égypte. On a vécu tous les deux longtemps en Égypte. C'est un pays qui passe son temps à interroger son identité. Tous ses rapports à l'extérieur sont pensés à l'aune de ce que ce pays pense de lui-même. Et je crois qu'on n'est absolument pas différents. Comme je crois aussi, alors on peut le voir de manière positive, je crois que comme les cultures qui ont été des cultures très centrifuges, donc très ethnocentriques, obsédées par elles-mêmes, il nous est difficile de penser le monde extérieur en dehors de ses rapports avec nous. C'est pour ça que l'Indonésie, bon, vous voyez, ou même l'Iran d'ailleurs. Bon, l'Iran, on s'y est intéressé quand il y a eu la révolution iranienne, tout simplement parce que ça a été l'objet d'une peur nouvelle. Mais l'Iran, dans l'histoire de France, il ne faut pas oublier que le président Giscard était un des grands turiféraires du régime du Shah d'Iran. Et l'Iran était considéré comme un pays ami pendant très longtemps. Et on voit d'ailleurs des grandes traces. Il y a des grands réseaux dans les élites françaises d'amitié avec l'Iran, qui est un pays avec lequel la France historiquement a entretenu des rapports très privilégiés. Et on n'a jamais mis d'ailleurs l'Iran dans la même catégorie que le reste du Moyen-Orient. C'est intéressant. Et quand on voit d'ailleurs, si vous observez ces relations, tout simplement, là on parle de la diplomatie, tout simplement, vous voyez bien que la France entretient des rapports très privilégiés avec un certain nombre de pays, dès que c'est du bilatéral. La France, les relations franco-égyptiennes ont toujours été absolument excellentes. Elles le demeurent même dans des moments très difficiles. Avec le Maroc, autant dire que c'est presque, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, trouve-moi un terme, ce prix. Très proche, mais presque des fois, certains diraient un peu trop proche, presque un peu consanguin, d'une certaine manière. Mais c'est intéressant, c'est qu'on voit un décalage, en fait, quand on parle de ces catégories orientalisme, occidentalisme, entre des rapports avec des pays réels, la réalité de rapports économiques, politiques, culturels, avec des transferts culturels avec des pays, et tout d'un coup, si on met en parler de ces pays en globalité. C'est comme si ça n'avait rien à voir. C'est comme si on parlait de mouvements généraux, mais que c'était indépendant des pays dont on parle. Pays, par ailleurs, et je finirai là-dessus, fréquenté assidûment par nos compatriotes quand il s'agit de partir en vacances. Oui, alors en ce moment, j'entends un petit peu ce discours. Oui, la démographie, les Français font plus d'enfants, eux, alors c'est des ventres, ils font beaucoup d'enfants, et c'est comme ça qu'ils vont nous avoir, quoi. Voilà. Ok. Alors, c'est une réponse très simple, en fait. Il faut savoir quelque chose, d'abord, c'est que la France a la deuxième démographie de l'Union européenne, puisque... il faut que vous écoutiez ma réponse, sinon c'est pas intéressant. La fécondité en France, c'est de 2 femmes par enfant. Il faut savoir que le taux... 2 enfants par femme. Ça, c'est l'Allemagne, 2 femmes par enfant. 2 enfants par femme, décidément. 2 enfants par femme, c'est le deuxième taux de l'Union européenne, après l'Irlande. L'immigration, les populations dites immigrées en effet font plus d'enfants proportionnellement que les femmes françaises, mais ça ne compte que pour 0,2 points du surcroît démographique. Donc en fait c'est très marginal. En fait il y a une démographie qui est liée, on sait pourquoi, il y a une histoire de ces processus, qui est liée tout simplement aux incitations par l'État à faire des enfants, notamment par les allocations familiales. Il y a eu des recherches très sérieuses qui ont été faites pour montrer qu'il y a un impact très fort sur la démographie. D'ailleurs, que ce qu'a raté l'Allemagne, c'est le tournant familialiste des années 50-60, où on a mis en place l'État-providence. Donc, plus un pays a un État-providence fort, plus il a une chance, c'est pas toujours le cas, mais plus il a une chance d'avoir une fécondité élevée. Donc, non. Voilà, c'est vraiment un faux débat.
il y a quelque chose qui me gêne un peu dans les questions et même dans la dichotomie de vos deux interventions, c'est que vous êtes plutôt placé sur un islam religieux et que vous êtes surtout placé sur un islam politique. Or, moi, à mon avis, l'islam politique, ça ne devrait pas exister, pas plus d'ailleurs que la chrétienté politique ou n'importe quoi de politique. La religion doit rester dans le domaine privé. Et quand on me dit, moi, d'après ce que j'entends, j'ai l'impression qu'on se demande, quand on parle de l'islam, comment pourrait-on avoir un islam compatible avec nous ? Mais moi, il n'y a pas ni compatible, ni incompatible. Chacun a sa place. Je veux dire, alors, je vais faire une remarque, c'est que cet islam politique qui s'introduit maintenant au niveau politique, dans les discours politiques, par exemple, quand on parle de M. Ciotti, je ne pense pas que M. Ciotti remet en cause les accords commerciaux que nous avons avec l'Arabie Saoudite. Non. A priori pas. Parce que M. Dassault, quand même, qui est sénateur du Parti républicain, de les Républicains, parce que moi aussi je suis républicain, ne va pas remettre en cause la vente d'avions de Rafale au Qatar. Donc, si on comprend bien ce discours politique, il ne reste que politique. Après, les farfelus, Jean de Villiers, Jean Zemmour, parce que vous ne l'avez pas cité, mais il fait partie de la catégorie, ou même de membres de la gauche, genre Madame Caroline Fourest, qui serait islamophobe tout en défendant l'islam. Donc moi, ce qui me gêne, c'est pas de savoir s'il y a un islam compatible. C'est il y a un islam, point barre. Je ne veux pas rentrer dans le débat où serait un bon islamiste, un bon musulman, quelqu'un qui serait ce que vous avez appelé un collabo, qui vivrait un peu comme moi, et qui cracherait à l'occasion contre sa religion. Non, je ne demande pas ça. Moi, je suis athée. Je m'en fous de ce que font les autres. Je veux que ça reste dans le domaine privé. C'est le sens même de la laïcité, à mon avis. Pas des laïcards, des laïcs. Je ferai juste une remarque. Quand on parle, par exemple, des pays musulmans qui ont une religion d'État, il n'y a pas si longtemps, c'est parce que la Grèce voulait entrer dans l'Europe qu'elle a abandonné la religion d'État. La religion d'État en Grèce, c'était l'orthodoxe, la religion orthodoxe. Je vous signale que si j'étais américain et que je me présente aux élections en tant qu'athée, je prêterai serment sur quoi ? Puisque tous les présidents américains prêtent serment sur la Bible. Quand on me parle moi je dis qu'il y a un islam, ils croient tous au Coran, ça les regarde. Ils croient tous au hadith, ça les regarde. Moi je n'y crois pas, ça me regarde. Mais je veux dire une chose, c'est que il y a une telle différence entre les pentecôtistes américains et les progressistes chrétiens français qu'on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les wahhabites d'Arabie Saoudite avec les musulmans qu'on rencontre en France. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de votre question, qui est une question, je crois, que beaucoup de gens se posent. Donc on va essayer d'y répondre, peut-être en se partageant la parole. Moi, je vais être très bref, et toi, tu pourras parler peut-être de ce qui se passe comme tension politique. Je dirais, et c'est pour moi pas une critique, parce que moi, je suis spécialiste de sciences politiques, donc la politique m'intéresse. Je pense que la politique, c'est pas mal. Mais quand vous dites, il n'y a pas d'islam politique, ça va être une position privée, c'est de votre part une position politique. Et c'est pas un problème en tant que soi, mais c'est ce que c'est. Je crois pas qu'on ait parlé avec Sopri Bouderbala, ni l'un ni l'autre, de savoir s'il fallait que ce soit compatible ou pas. On est en train de faire une analyse d'un processus historique dans lequel la question s'est posée. Ou la question se pose maintenant. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis sur la question. Enfin, j'ai pas d'avis. En tout cas, c'est pas l'objet du tout de cette conférence. Au sens où je pense pas qu'on ait voulu dire, ni lui ni moi, qu'il faudrait ou pas telle ou telle condition pour rendre l'islam compatible avec, je sais pas d'ailleurs. Bon. Mais par contre, on est obligé de reconnaître que à la fois dans les discours des identitaires en France dont vous parliez, et pas que d'ailleurs, et à la fois à l'inverse dans certains courants qui traversent les pays musulmans, notamment des courants comme le wahhabisme, sont des mouvements autant politiques que religieux.
De la même manière que la laïcité peut être tout à fait une séparation toute simple de l'Église et de l'État, et on pourrait souhaiter qu'elle fût telle, c'est-à-dire tout simplement une sorte de tolérance vis-à-vis de la pluralité des religions, ce qu'elle était pensée au départ, et une séparation entre l'État et le pouvoir religieux, mais dans les faits, elle devient aussi un mouvement qui a une dimension politique. Encore une fois, pour moi, c'est pas forcément bien ou mal, c'est comme ça. Alors, c'est pas parce qu'on va se fermer les yeux en disant non, ça ne devrait pas être ça que ça ne l'est pas. C'est aussi une dimension politique. C'est pour ça que j'ai fini ma communication en disant il y a là des combats culturels et politiques. Et c'est pas grave. Il faut, je crois, découvrir la vertu d'un certain nombre de combats. Ou en tout cas, de concevoir qu'ils existent. Et des fois, ce que je reprocherais, des fois où je regretterais plutôt que reprocher, c'est qu'on se dit il faudrait pas que ça soit comme ça, vous avez raison, il faudrait pas, mais ça l'est. Et depuis longtemps. Et c'est pas prêt de s'arrêter, surtout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça une fois qu'on a dit ça devrait, mais c'est pas. Il y a un certain nombre de dimensions de tension qui existent en Europe, et je crois que Jean-Pierre va parler un peu de ces dimensions-là quand tu parlais des collabos, parce que je sais pas c'est exactement ce que tu voulais dire quand tu parlais des gens qui sont perçus comme des collabos, entre guillemets, mais je te laisse la parole. Oui, en fait, bien sûr, si on est historien, on s'intéresse à ce que dit le Coran, le hadith, mais pas que quand on est historien, parce que si on prend le renouvellement exceptionnel de l'histoire du Coran en ce moment, c'est parce qu'il y a eu les attentats de 2001. C'est parce qu'à un moment tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a poussé des gens à se faire exploser dans les tours ? Est-ce que le Coran, est-ce que le prophète, est-ce qu'il porte ce message de violence ? Parce que ce qui est compatible, la question n'est pas là, mais on s'est posé la question parce qu'il y a eu ces événements-là. Donc la question n'est pas que dans le champ académique, elle est aussi, je pense que les gens aujourd'hui, quand ils achètent un livre pour voir ce qu'il y a dans le Coran, parce que ça les interpelle, parce qu'ils se posent des questions sur cet objet qui leur est étranger, peut-être incompatible avec leur mode de vie, donc ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a un long processus, il y a une histoire. C'est pour ça que j'ai commencé par voir si il s'agit de deux civilisations, s'il y a un fond commun à nos civilisations, à ces deux rives de la Méditerranée. Le titre, donc, islam, donc, pour moi, je reste dans l'acceptation classique, c'est-à-dire cette rive sud de la Méditerranée. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je m'en fous de savoir que il est musulman mais il boit, ou si le Coran est compatible avec telle ou telle chose, ou si le hadith est véridique. Mais ce sont des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que pour apporter des réponses, on est obligé de travailler sur ces textes-là. Donc aujourd'hui, les chercheurs travaillent parce qu'il y a une forte commande pas simplement de la part des Européens, des Américains, mais aussi une forte commande par exemple, de pays comme l'Arabie Saoudite, qui finance énormément les études sur le Coran, mais qui impose aussi sa marque idéologique. Donc, par exemple, le grand congrès des études coraniques à Londres, c'est pas facile de se faire accepter. Il faut présenter son CV, il faut surtout présenter ce qu'on va dire, parce qu'il faut que ça colle. En même temps, par exemple, les études sur le chiisme, l'Iran, il injecte énormément d'argent. Donc, il y a derrière, il y a des enjeux, il y a des commandes, il y a des politiques aussi qui se mettent en place. Mais je pense que, c'est que les enjeux politiques traversent ces recherches-là, ils traversent ces perceptions, ils traversent ces religions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, dans toute religion, il y a une dimension politique et une dimension strictement personnelle. Et en fait, juste un petit mot pour collabo, parce que le terme, on ne le lit pas dans les... mais c'est vraiment ça. Mais pas celui qui vit à l'occidental. C'est le chercheur qui va remettre en cause, qui va essayer de lire critiquement cette période fondatrice, cette histoire sacrée. C'est-à-dire tout simplement qu'il va faire son travail en tant qu'historien. Il va dire, moi je vais étudier cette période, je vais essayer de comprendre. Et tout de suite, il est taxé, donc il va adopter cette méthode qui a été fondée par l'orientalisme, qui est la méthode historique classique de tout le monde. On est obligé d'être critique. Il faut, avant de travailler, prendre une blouse blanche, comme de rentrer dans un laboratoire, et essayer d'être le plus objectif possible. Et donc ces gens-là, c'est-à-dire ces historiens-là, ces chercheurs, sont taxés par ce mouvement conservateur comme des collabos, parce que il n'y a pas à remettre en cause cette histoire. C'est comme ça, c'est une histoire sacrée, il ne faut pas la toucher.
il faut peut-être dire un mot, c'est que tout simplement, c'est symbolique. Je reviendrai sur la politique, je m'excuse, mais des espaces politiques verrouillés. Hein. C'est pas une question de société totalitaire, c'est tout simplement parce qu'il y a des pouvoirs politiques qui ont un intérêt à ce que les choses se passent comme ça. L'émancipation du savoir vis-à-vis du pouvoir politique, avant même de la religion, c'est le fondement déjà d'une séparation des pouvoirs. Et donc, plus votre société, elle est... alors, c'est pas le cas de la Tunisie, mais ça a été longtemps le cas de la Tunisie, dictatoriale, plus vous avez une chance qu'il faut surtout rien toucher, parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences d'un mouvement. Hein. Claude Lefort, le penseur de la démocratie, disait le totalitarisme, lui, il parlait bien sûr de totalitarisme soviétique, il disait c'est l'espace sous lequel le temps et l'histoire s'arrêtent. Parce qu'on a trop peur que si on touche quelque chose, tout explose. D'ailleurs, c'est ce qui a fini par se passer. Donc tout simplement, avant toute chose, ce qui se passe, pour reprendre ce que tu disais sur cette question d'accusation de collabo, d'être quelqu'un qui est finalement prend l'histoire dite révélée, ou en tout cas acceptée, ou non questionnée, non remise en cause, là où il est perçu comme un collabo, c'est parce que si on touche ça, alors on peut tout toucher. Et le politique en priorité. Donc voilà la difficulté. Et que, encore une fois, ça, c'est des structures qu'il faut un peu de temps pour remettre en cause. Déjà, quand on voit ce qui se passe en Tunisie depuis quelques années, c'est une explosion. Par rapport à des gens qui, à 15 ans, disaient de toute manière, Tunisie, c'est comme les pays du Maghreb, on ne pourra jamais rien faire. Donc il vaut mieux soutenir les dictateurs parce que c'est la seule solution. C'est ça ou les islamistes. On est déjà sorti de cette espèce de face-à-face morbide entre deux formes de tyrannie, déjà. Donc il faut bien voir que tous ces processus-là, et je suis désolé de le dire, ce sont des processus politiques. Profondément politiques. Alors ça n'exclut pas, à côté de ça, ni la religion, ni la réflexion, ni la spiritualité. Hein. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est lié. Et c'est pas lié que là-bas, c'est lié aussi ici. Une dernière question. Bon, bah écoutez, je vous propose soit d'aller voir la librairie L'Odeur du Temps pour regarder les différents livres qui vous sont proposés, et puis sinon à continuer la discussion autour du goûter.